laissez-moi vous dire que ce matin, nous allons parler d'abord de cette annonce du ministre, du moins, est-ce qu'on doit parler d'annonce, cette décision du ministre de la Jeunesse du Cameroun. On parle de 79 jeunes qui vont être insérés dans le secteur de transport par moto-taxi. Eh bien, il y a eu beaucoup de critiques à l'annonce de cette liste officielle qui a été publiée il y a quelques jours. D'aucuns ont demandé donc c'est ce type d'emploi qu'on peut servir aux jeunes Camerounais. Eh bien, le ministre, du moins le ministère de la Jeunesse s'est expliqué sur sa page, ses différentes pages. Nous allons y revenir tout à l'heure parce qu'on prendra aussi les avis. Nous sommes allés à la rencontre de certains mototaximens, pour ceux qui nous suivent, qui sont hors du Cameroun, mototaximens, c'est-à-dire ceux-là qui, on va dire quoi, qui font dans le transport de motos, on les appelle des mototaximens ici au Cameroun, précisément les Benskiman. Eh bien, on a pris quelques avis. On aura aussi l'avis de Yaya Balefan, qui est leader de la société civile, mais surtout de la jeunesse. On l'aura au téléphone. Et puis, l'autre thème portera sur l'arrivée du président français Emmanuel Macron. Une visite de 5 jours sur le continent noir, le continent africain. Il sera chez nous, précisément du côté de Maurice, l'Afrique du Sud, du Gabon, mais aussi de l'Angola. Que vient faire Emmanuel Macron au moment où la France est en perte de vitesse en Afrique? Alors, quels sont les enjeux également pour les États africains? Est-ce qu'on sera capable de discuter, voilà, d'égal à égal, surtout que l'on imagine que la France ou Emmanuel Macron vienne défendre tout simplement ses intérêts en Afrique? Vous aurez également l'occasion, chers auditeurs ou téléauditeurs, de participer si vous le voulez bien. Vous pouvez appeler au 6 71 77 24 11 ou encore le 6 87 88 32 25. Bien sûr, pour ceux qui sont hors du Cameroun, ne pas oublier l'indicatif plus 237, appel direct ou WhatsApp. Nous allons poursuivre avec un Guéné sur ce plateau de For You Radio. Le point sur l'actualité de ce lundi 17 novembre 2025. Le menu avec vous. Bonjour une fois de plus à vous, Sikendoumbe. Malheureusement, je ne fais pas partie des jeunes qui sont concernés par la note du ministre de la Jeunesse. On vous imagine bien quand même en train de... Donc, pourquoi vous me regardez, pourquoi ceux qui font le transport, là, ils sont malheureusement, on ne fait pas partie de ces jeunes-là. D'autant plus que le ministre lui-même, il faut relever qu'il assure actuellement l'intérim à ce ministère. Donc, ça, c'est un autre débat. Oui. Mais pour revenir justement à l'actualité, ou du moins à ce qui sera évoqué le soir, vous l'avez dit dans votre première prise de parole, nous parlons effectivement de cette visite du président français Emmanuel Macron qui revêt aujourd'hui des intérêts géopolitiques et même géostratégiques. Il faut déjà dire qu'il arrive sur le continent dans un but bien précis, celui de participer au sommet du G20 qui se tiendra les 22 et 23 novembre prochain du côté de l'Afrique du Sud. Un sommet qui se tient dans un contexte de tension entre Washington et Pretoria. Tout à fait. Sur fond, bien sûr, de traitement inhumain, supposé traitement inhumain réservé à la population blanche de l'Afrique du Sud. Ce sont des critiques qui ont été émises justement par l'administration Trump qui a donc décidé de boycotter. Ça tombe à un moment crucial également puisque après l'Afrique du Sud, logiquement, sont les États-Unis qui devraient assurer la présidence tournante justement du G20. Donc c'est dans cette optique-là que le président français arrive sur le continent africain. Et comme il veut faire d'une pierre deux coups, il a donc décidé de profiter de son déplacement sur le continent pour effectuer une tournée dans certains pays du continent africain. Plusieurs destinations sont d'ailleurs évoquées. Alors, nous allons, au-delà, bien sûr, de cette tournée, questionner surtout les enjeux de cette tournée, d'autant plus qu'il a annoncé du côté de l'île Maurice, il a annoncé du côté du Gabon, il a annoncé du côté de l'Angola, où il y aura justement ce sommet Union européenne, Union africaine qui se tiendra.
dans un cadre multilatéral avec justement le président en exercice de l'Union africaine qui n'est autre que le président Joao Lorenzo. Oui. Mais concernant ces autres destinations, c'est-à-dire les 20 et 21 novembre, le président français sera donc à l'île Maurice, un pays clé de l'océan Indien, voisin d'ailleurs de la Réunion. Une première visite, il faut dire, ça sera la première visite pour un chef d'État français depuis 1993. On parle beaucoup de la coopération militaire qui sera d'ailleurs au centre de cette étape avec des exercices militaires conjoints entre les forces armées françaises et les gardes-côtes mauriciennes pour lutter contre le trafic, ou du moins les trafics maritimes croissants au niveau donc de l'océan Indien. Ça c'est l'objectif, ou du moins ça c'est la face visible de l'iceberg qui est brandi, parlant justement du renforcement de la coopération militaire entre la France et l'île Maurice. Du 22 au 23 novembre, on parlait du sommet du G20, donc il va assister à Johannesburg au sommet du G20. Oui. Et par la suite, les 23 et 24 novembre, il va donc se rendre du côté de Gabon. Dans un premier temps, ce qui est dit, c'est qu'il va aller saluer les progrès qui ont été réalisés dans le cadre d'une transition, dans le cadre de la transition qui a abouti à un retour à l'ordre constitutionnel après les élections qui se sont tenues au mois d'avril dernier. Oui. Donc, officiellement, c'est pour aller féliciter déjà le président Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa bonne conduite de ce processus de transition. Et dans un second temps, l'objectif est également de renforcer le partenariat bilatéral aujourd'hui entre, bien sûr, Libreville et Paris. On parle en particulier des secteurs économiques avec justement des entreprises françaises comme Eramet ou encore Suez, la question de la protection des forêts, du bassin du lac Tchad qui sera largement abordée avec la création à Libreville d'une école dédiée à la sécurité environnementale. Ça, c'est un projet qui est justement porté par Paris. On imagine que les modalités de création justement de cette école-là seront largement discutées entre les présidents français et gabonais. Donc, au-delà de tout ce qui est brandi aujourd'hui comme étant, je vais dire quoi, les objectifs recherchés justement de cette visite, on va surtout questionner les non-dits, parce que c'est ce qui préoccupe très généralement tous ceux qui nous écoutent, ou du moins tous les invités qui sont sur le plateau. N'oublions pas que Emmanuel Macron, quand même, c'est 8 ans de bilan controversé avec le continent africain. Lui qui est pratiquement le seul à avoir réussi à enchaîner des convenus sur le continent africain avec une perte de vitesse qui ne dit pas son nom. En Afrique subsaharienne, quand on parle d'Afrique subsaharienne, on ne peut pas ne pas parler des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est donc dans ce contexte de perte de vitesse, de réconfiguration des alliances, puisqu'au-delà du partenaire traditionnel qui était la France, le continent africain a réussi à renégocier un certain nombre de partenariats avec, bien sûr, d'autres puissances qui sont arrivées et qui ont montré qu'elles avaient cette propension-là à respecter d'une façon ou d'une autre la souveraineté des États africains. On pense beaucoup à la Chine, on pense également à la Fédération de Russie. Donc, c'est un véritable théâtre d'intérêt géopolitique ou encore géostratégique qui se joue. La France étant diminuée sur le plan géopolitique et géostratégique, cherche donc à renouer avec le continent africain, à se repositionner. L'étape algérienne également, c'est vrai que la libération dernière de Boualem Sansal a joué un rôle prépondérant dans ce processus de décrispation. Vous savez que depuis un certain temps, l'Algérie et la France se regardaient en chien de faïence. L'accord de 1968 a pratiquement été remis en cause du côté du Parlement français. Donc, est-ce qu'il va profiter justement de cette tournée sur le continent pour essayer de renouer également avec le président Abdelmadjid Tebboune? Parce qu'il faut le dire, les liens historiques entre l'Algérie et la France sont très forts. Il y a une forte communauté algérienne du côté de la France et c'est vice-versa d'ailleurs. Donc, on ne sait pas comment on peut se passer d'un accord comme celui-là. Les Algériens qui sont parfois exemptés de visa pour la France grâce justement à cet accord historique qui avait été signé. Donc, il y a d'énormes enjeux qui sont au cœur de cette tournée africaine. La question est celle de savoir, vous l'avez dit, est-ce que en tant qu'Africain, on saura tirer la plus-value nécessaire d'une visite comme celle-là, mettre les questions cruciales sur la table des débats quand on a en face un dirigeant comme Emmanuel Macron, partant du fait qu'aujourd'hui, le continent africain est beaucoup plus en position de force qu'en position de faiblesse. Donc, la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on saura tirer la plus-value nécessaire de cette tournée africaine du président français, partant du fait qu'il est clairement en perte de vitesse. Donc, voilà les grandes orientations que nous allons donner à ce débat ce soir sur les antennes de For You Media Africa.
dire également un mot sur le sommet du G20 qui se tient peut-être de côté de l'Afrique du Sud, oui. Faire un bilan de la présidence de l'Afrique du Sud. C'était une première pour un pays africain, donc oui. Forcément il faut faire un bilan. L'Afrique du Sud, dont la diplomatie se montre très active sur la scène internationale. Encore pour mémoire, la question palestinienne avec le président Cyril Ramaphosa, lui également qui a refusé de céder au chantage du président Trump sur les supposés traitements inhumains à réserver aux Afrikaners du côté de l'Afrique du Sud. Donc il y a tous ces intérêts qu'il faut clairement mettre sur la table. Mais à côté de cela, nous parlerons également en accueil d'un autre sujet en rapport justement avec la Côte d'Ivoire, la présidentielle qui s'est tenue, la publication des résultats qui a également été la victoire du président Ouattara. Oui. Le score il est sans appel, 89,75% de suffrages valablement exprimés pour le président du RHDP. Mais au-delà justement de ces résultats, ce qui attire notre attention, c'est avant la cérémonie d'investiture, il s'est envolé vendredi dernier pour Paris pour une visite. Bon, on n'a pas donné les détails justement de la visite. On ne sait pas s'il s'agit d'une visite d'amitié, de travail ou encore d'une visite d'État. Mais une chose est sûre, c'est envolé aux côtés d'une bonne délégation de membres du gouvernement et de généraux de l'armée ivoirienne. Il devrait rencontrer son homologue français. Rencontrer son homologue, le président français Emmanuel Macron. Le fait qu'il rencontre le président français Emmanuel Macron en soi n'est pas un problème, puisque cela peut évidemment entrer dans les usages diplomatiques. Ce sont des choses qui se passent entre chefs d'État, mais c'est le timing. Pourquoi maintenant, à quelques jours de l'investiture, c'est-à-dire l'investiture en Côte d'Ivoire, selon bien sûr le cadre électoral qui a été défini, la cérémonie d'investiture se tient généralement le deuxième lundi du mois de décembre. Donc en principe, il doit prêter serment le 8 décembre prochain. Mais c'est juste avant que lui, il décide donc de s'envoler pour la France. Que cache cette visite-là? On va essayer d'interroger justement ceux qui sont mieux outillés, notamment dans la lecture des questions géostratégiques et géopolitiques, pour essayer bien sûr de savoir ce qu'il part chercher, mais surtout pourquoi la délégation, une forte délégation de membres du gouvernement, pourquoi des généraux de l'armée ivoirienne. Que vont-ils chercher du côté de Paris? Est-ce une façon pour Alassane Ouattara de prendre officiellement la bénédiction de la France avant d'entamer officiellement son quatrième mandat? Voilà autant de questions qui pour l'instant sont sans réponse, et on espère qu'à l'issue de l'émission du point sur l'actualité de la soirée, on aura quelques esquisses réponsionnelles d'ailleurs à toutes ces questions qu'on se pose. Avant de vous laisser partir, Pharaon Anthérésis. Oui, justement, j'ai envie d'embrayer, de rentrer un petit peu dans la brèche ouverte par Nguéné à l'issue du scrutin de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, le président Alassane Draman Ouattara l'a largement emporté. Mais est-ce que justement sa visite, j'ai envie de dire que le fait de la forte délégation, est-ce que ce n'est pas une sorte de poudre de perlimpinpin, comme pour justement évoquer les termes de son homologue français Emmanuel Macron? Mais justement, moi, je crains un petit peu un remake de 2010-2011 avec la crise post-électorale. Alors, est-ce que on sait que les Ivoiriens, pour la plus grande partie, la plus grande majorité, ne sont pas d'accord, les Ivoiriens, bien sûr, avec la réélection de Alassane Ouattara, je crois qu'il a brigué un quatrième mandat. Est-ce que ce n'est pas, en partant comme ça avec les généraux, est-ce que c'est pas pour aller chercher encore l'armée française pour venir canarder les Ivoiriens, comme on l'a vécu en 2010-2011 sur le pont des Briers. Voilà, donc ça se demandait, et je voudrais bien que Nguéné me dise un petit peu si on ne craint pas justement ces soulèvements-là. Le scénario d'un remake de 2010-2011 était sur la table largement derrière avant la présidentielle du 25 octobre dernier. Pourquoi je dis était sur la table? Parce que il ne nous a pas échappé que lors de cette élection, plusieurs cadres de l'opposition ont été écartés, que ce soit le président du PPACI ou encore le président du PDCI, Tidjane Thiam. Et même avant la tenue d'ailleurs du scrutin, ces leaders-là, principalement celui du PPACI ou encore de la coalition Cap Côte d'Ivoire, que ces deux principales formations de l'opposition animées, ont appelé à des manifestations pour exiger la réinscription de leur leader sur la liste électorale. Hélas, cela ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, quand même, la Côte d'Ivoire a réussi le pari d'organiser une élection et à l'issue du processus d'avoir un président qui est aujourd'hui élu. J'ai presque envie de dire, c'est ma lecture à moi, que ce scénario, difficilement on pourrait l'envisager dans un tel contexte,
dans ce contexte que nous connaissons actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, difficile de dire qu'on verra des Ivoiriens sortir dans la rue pour réclamer quoi que ce soit. La victoire du président Ouattara a été entérinée. Elle a été validée par plusieurs chanceliers occidentales. Il a reçu les félicitations de plusieurs présidents à travers le monde. Le scénario qui avait prévalu en 2010 est parti du fait que les deux organisations en charge de l'élection, chacune d'elles avait proclamé des résultats différents. Oui, c'est-à-dire que vous avez la CEI qui, elle, proclame un candidat vainqueur, et d'autre côté, vous avez le Conseil constitutionnel qui donne un autre candidat vainqueur. Donc là, on se retrouve dans un contexte où on a deux candidats qui sont élus, et les Ivoiriens se retrouvent, je vais dire quoi, confus totalement, d'autant que effectivement ce processus a été au cœur d'une ingérence qui ne dit pas son nom. Mais là, autant la CEI, autant nous avons, du moins, on a d'un côté la CEI qui a validé, et ce ne sont que les résultats de la commission électorale indépendante qui ont été entérinés par le Conseil constitutionnel, validant donc la victoire, la réélection du président Alassane Ouattara. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, bien que le processus en lui-même, ça c'est un autre débat, on peut dire ce qu'on veut dire, puisqu'on parle toujours d'un processus entaché d'irrégularité, d'un contexte largement favorable au RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix et autres. Ça c'est un autre débat, mais actuellement on imagine très difficilement ce scénario sur le 2010, d'autant plus que le président prêtera serment le 8 décembre prochain. Le 8 décembre prochain, le président Alassane Ouattara va donc prêter serment pour officiellement entrer dans son 4e mandat en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Nguéné. Je vous en prie. Et rendez-vous tout à l'heure dans le cadre du point sur l'actualité sur For You Media Africa lorsqu'il sera exactement 17h GMT. Voilà, chers auditeurs et téléauditeurs, nous allons poursuivre. Ici sur ce plateau, on rappelle que vous pouvez appeler. Et il y a effectivement, chers auditeurs et téléauditeurs, dorénavant, vous pourrez, à la fin de la semaine, gagner un petit lot de la part de For You Media Africa. Mais pour cela, il faudra appeler pour partager avec nous votre meilleure blague. Africaine si possible, parce que vous savez que même dans les blagues il faut enseigner, parce que nous sommes un média panafricain. Alors la meilleure blague de la semaine sera récompensée en fin de semaine, donc vous pouvez appeler, mais pour cela, pour être meilleur, il faudra faire rire en Thérésis, il faudra faire rire Noira, il faudra faire rire Nkele qui est là à la mise en onde, il faudra moi que je meurs de rire, comme on le dit au quartier. Alors la meilleure blague sera récompensée de lundi à vendredi. Vous pourrez donc appeler pour partager avec nous ce petit la bonne humeur, voilà, même si on reste dans l'information, il n'est pas interdit de rigoler un peu quand même et de partager des fous rires entre nous. Donc vous pouvez appeler au plus 237 671 77 24 11 ou encore au plus 237 687 88 32 25, soit pour partager votre commentaire en ce qui concerne les actualités qui sont débattues, ou alors partager avec nous, selon vous, votre meilleure blague. Eh bien, nous allons donc ouvrir notre débat ici avec l'actualité autour de ces 79 jeunes qui vont donc être insérés dans le domaine, le secteur de transport de moto-taxi, une actualité qui fait débat au Cameroun. Et d'ailleurs, le ministère de la Jeunesse a fait une mise au point, et je vous invite à aller peut-être visiter les pages officielles. Moi je suis par exemple devant la page Facebook du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Cameroun, qui a parlé d'une mise au point. On va pas lire parce que c'est quand même assez long, mais on peut peut-être lire les premiers paragraphes. Nous constatons avec regret que le communiqué du MINJEC annonçant les résultats de l'appel à projet publié par Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique le 14 novembre 2025 soit sorti de son contexte par les internautes et certains hommes et femmes de médias. Donc, en Thérésis Noira, on vous a à l'œil. Je voudrais avant toute chose rappeler
comme il est précisé dans le communiqué radio-presse portant publication du dit résultat, que cette opération est conjointement menée par Yunus SA et People Finance SA, dont les uns et les autres qui en parlent ne mentionnent pas les noms, malheureusement. La première entreprise est portée par des membres de la diaspora camerounaise dont la vision est de partager aux Camerounais les opportunités qu'ils saisissent dans leurs différents pays d'accueil. La deuxième est un partenaire financier qui accompagne l'opérationnalisation du projet Cam Taxi. À ce sujet, il convient donc de préciser que la mission interministérielle dont le MIDJEC Mounouna Foutsi a récemment conduit à Bruxelles en Belgique avait entre autres pour objet de mobiliser la diaspora afin qu'elle puisse contribuer au développement de notre très cher pays. Alors, le communiqué se poursuit, mais nous allons ouvrir le débat ici, mais aussi avec vous qui nous écoutez. Je vous propose d'abord, nous sommes allés vers ceux-là qui font justement dans ce métier de mototaxi. On a pris quelques réactions. Est-ce que c'est bon est-ce qu'on peut les écouter? D'ailleurs, on les écoute, ensuite on revient. Non, parce que ce n'est pas un travail considérable. Oui, parce que là, tu es dans un risque énorme. Ce n'est pas un travail, tout le monde ne m'aurait pas fait. On fait la moto, ça dit, disons, comme on dit souvent, quand on a tout perdu, qu'on n'a plus rien à faire, on se refuge à la moto. Mais ce n'est pas un travail, ça a trop de risques. Les accidents, tout ça, c'est pas un travail que quelqu'un peut souhaiter. C'est-à-dire, après peut-être ses études, de dire que non, je fais des fréquences pour aller conduire en moto. Non, quand même. Être un avis personnel déjà, c'est une personne aussi comme ça. Quand c'est l'État qui achète 79 motos aux gens, c'est presque rien. Pourquoi la moto c'est quoi? Au 21e siècle, maman, on est encore dans la moto c'est quoi? Est-ce que la moto dans d'autres pays on fait quoi? On est toujours sur la moto. On fait la moto parce qu'on n'a pas le choix. On doit ouvrir les sociétés aux gens, employer les gens. À bonne gouvernance. Si on est bien géré, on ne doit pas être sur la moto. Donc pour moi, ça n'a pas, on ne comprend pas. C'est comme si on recule de jour en jour. 69 motos, ça ne rien par rapport aux jeunes qui sont rentrés chez le travail. 79, l'État. Donc voilà un peu. Un pays développé normal, on n'emploie pas les gens sur la moto. Ou bien c'est pas ça. Non, la moto, maman. On est là parce qu'on n'a pas le choix, on cherche à quitter. Quand c'est l'État qui amène encore les jeunes là-dedans, tu comprends? Il faut que les sociétés pour employer les gens. Si le PPP était bien géré, on devait être sur la moto. On devait pas être sur la moto. On comprend que les menus là, on détourne les milliards. Avec les milliards, on peut créer quoi? Pour employer combien de personnes? Les 69 motos là, le prix, on s'entend pas 10 millions ou bien quoi. Quand les gens détournent les milliards, ça peut créer les sociétés, on emploie les jeunes. Le pays, les gens sont normaux, les gens travaillent bien. Non, moi c'est rien, c'est insignifiant. On ne comprend pas. Voilà mon point de vue. Moi je dis que ce que je comprends là, c'est une question de politique, c'est les politiciens. Alors, actuellement les jeunes sont en manque d'emploi. Quand la moto c'est une question des personnes qui n'ont pas du travail. Quand tu n'as pas du travail, le travail le plus approprié pour les jeunes maintenant c'est la moto. Il n'y a pas d'emploi. Donc quand les politiciens donnent les motos aux jeunes, est-ce que les gens doivent fréquenter pour venir en reconduire la moto? C'est ça le vrai problème. C'est bien beau, les gens sont déçus, mais c'est pas un travail qu'un jeune doit fréquenter et après se retrouver en train de conduire la moto. C'est pas un travail interprété. Moi, je le fais parce que je n'ai pas eu du travail. Mais je fais aussi comme ça parce que ça me permet de sortir de la maison. Ok, tout simplement. Donc ce n'est pas parce que je me plais trop dans la moto. Les politiciens, ils utilisent les jeunes maintenant avec la moto parce que ils voient que on ne pourvoit plus les emplois dans le pays. Maintenant, ils profitent, ils occupent les jeunes avec la moto. Mais c'est beaucoup plus tuer les jeunes. Hein. Je ne permets même pas à mes enfants de conduire la moto pour commencer. Parce que moi, je ne trouve pas ça comme un bon travail. C'est ça.
Voilà, propos recueillis par Kélé. Merci beaucoup. On a écouté ceux-là qui sont même dans ce secteur. Alors, Noira, on t'a pas écouté depuis le matin. Moi, j'aimerais avoir déjà ton avis. Vous avez écouté ces mototaximens, bien que c'est leur, je vais dire, métier, c'est leur quotidien aujourd'hui, c'est ce qu'ils font dans la vie. On les entend, ça ne représente rien. Moi, je parle, le dernier dit, moi, je peux même pas demander à mes enfants de faire dans la moto. L'autre, vraiment, on le fait juste parce qu'il faut sortir de la maison. On va pas à l'école pour demain se dire qu'on va être mototaximan. Et d'autres qui estiment que vraiment, c'est le gouvernement qui promeut ce type de, on va dire quoi, d'emploi. C'est qu'il y a un problème. 79 jeunes insérés dans le secteur des transports de moto-taxi. Noira? Rebonjour, Sike. Je ne sais pas comment est-ce que mon commentaire, je ne sais pas où mon langage, mon discours va être interprété ce matin sur ce sujet. Parce que je vais le poser à plusieurs niveaux. Oui. Et peut-être à certains, je vais risquer aussi choquer. Je vais dire que le transport par moto-taxi est une initiative personnelle d'une femme, une femme qui était acteur politique, qui certainement, pour qu'elle puisse avoir un certain assentiment des populations et qu'elle essaye néanmoins de dire aux jeunes de pouvoir trouver un 5 francs, à défaut peut-être d'être des braqueurs, pour cette initiative. Cette dame est de regretter mémoire, elle était maire de Douala 5e, à une époque, feu Madame Foning. Elle pose quelque chose comme cela. Les pouvoirs publics auraient pu récupérer la chose pour donner une meilleure forme à cela, mais ce n'a pas été le cas. On a laissé ça, c'est devenu comme une sorte de faux tour, oui, où tout le monde va se trouver, parce que quand ça devient déjà chaud, ça devient difficile, bon, on va faire comment, on doit se retrouver. Le secteur de la moto, dès le début, tout le monde n'avait pas la capacité d'abord de pouvoir aller dans ce secteur, parce que les motos coûtaient énormément cher. Et puis à un moment donné, dans la façon de mener des politiques, on a commencé à retrouver des motos qui ont baissé. Vous avez des personnes qui même jusqu'à ont des doctorats, j'en ai eu l'occasion de discuter. Oui, nous en rencontrons tous les jours. Oui, hein, oui. Qui sont dans le secteur de la moto. Vous avez ceux qui n'ont jamais rien fait quelque chose, se retrouvent à l'intérieur de la moto. Vous avez même des gens qui sont venus d'ailleurs, vers d'autres pays, qui sont rentrés dans la moto. Le secteur est devenu tellement, comme je disais, une sorte de photo, agression, ci ou ça. Pourtant, si on essayait de donner la forme à ce secteur, ça devait être quelque chose qui est bénéfique. Le secteur de la moto-taxi aujourd'hui n'est pas encore professionnalisé. Même si on tente de vouloir tenir un certain discours, ce sont des autorités municipales, chacune dans leur ville, qui essaie de vouloir faire un tour, comme ici à la ville de Douala. Le maire de la ville de Tumbassa a essayé de vouloir créer quelque chose pour que les motos essaient de se frayer un chemin, mais ça ne porte pas du tout. Si le gouvernement avait posé cela comme étant un élément qui devait apporter une forme de contribution, finalement c'était devenu comme une sorte de son métier où il profite de cela pour que quelqu'un essaye de se retrouver à l'intérieur. Parce que quand je vois les motos taxi 119, je me pose la question, bon Dieu, il y a combien même de jeunes, disons même qu'il fallait, ça devait être une sorte d'offre. Oui. C'est un peu comme la fois dernière, nous parlions de cette offre-là d'emploi qu'on avait proposé aux jeunes. C'est financement de projet, où je disais que ça allait me coûter combien. Vous étiez en train de dire que non, il y a ça allait de 2 millions à 45 millions. Ici, vous avez, c'est la moto qu'on est en train de proposer aux jeunes, à 79 jeunes dans tout le Cameroun. Ok, c'est bon, ils ont posé une action 79 jeunes. Est-ce que vous avez quand même écouté le démenti, enfin pas le démenti, l'explication du ministère de la Jeunesse, j'ai compris. L'initiative. J'ai compris. Oui. Je sais qu'il y a, je connais le projet Younous, je sais qu'il y a des jeunes qui essaient d'apporter leur contribution pour que les choses marchent bien au pays. Mais le problème, c'est que les pouvoirs publics, ou du moins le ministère, jouent simplement ce rôle d'accompagnement. Un projet comme celui-là, peut-être que
en fonction des fonds que les gars avaient, le ministère pouvait penser à quelque chose qui soit différent. Parce que s'il faudrait quand même dire une chose qui est vraie, là maintenant on dit que c'est le ministère qui a eu à faire ceci, mais l'idée, l'initiative ne vient pas du ministère. Ce sont des jeunes d'ailleurs, bien des gens qui ont leur projet, qui pourraient essayer d'apporter leur contribution pour qu'on essaie au moins de sortir quelqu'un de la galère qui reste là le matin. Vous imaginez quelqu'un à plus de 30 ans qui demande toujours 100 francs à la maison, pas toujours voir si le grand frère ou parfois c'est la petite sœur ou bien même le parent qui peut avoir 100 francs pour s'acheter un morceau de pain, ça devient très compliqué. Il y a donc certains qui n'ayant pas les moyens que les pouvoirs publics peuvent avoir, se dire que qu'est-ce que nous pouvons faire alors pour qu'on ne reste pas à la maison, bien devenir des braqueurs, il faut le. Mais comme ils ne peuvent pas mener un projet seul, pour que cela ait un peu un impact, ils s'associent donc avec, par exemple, le ministère de la Jeunesse qui va voir peut-être des syndicats, des mototaxis ou bien des choses comme ça. On essaie de vouloir faire un appel d'offres, mais on n'a pas encore réussi à professionnaliser le secteur. Là c'est le côté que je voudrais souligner pour qu'on comprenne clairement que, à ce point de vue, le gouvernement ou bien l'État du Cameroun n'a pas eu à penser. Comme on n'a pas été dans une mesure, ou à moindre mesure, de se créer des emplois, il faudrait maintenant qu'on envoie les jeunes vers ce côté où, quand vous regardez ces mototaximens, même si certains parfois font la différence, mais je les appelle souvent les enfants qui sont nés d'une même mère. Parce que quand le soleil a frappé l'un d'entre eux, même si c'était une personne qui a un raisonnement intelligent ou intelligible, il va se comporter comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à ouvrir un cahier un jour. Parce que tellement la frustration, le soleil, tout, les paroles qui vont sortir de sa bouche seront des paroles agressives. Et à un moment donné, vous allez prendre du recul, vous demandez, est-ce que la personne, c'est une personne même qui est réfléchie? Pourtant, c'est à cause des velléités de ces difficultés qu'on retrouve. Et ce sont les mêmes personnes qui font le secteur de la moto, qui sont les personnes les plus inciviques quand on le regarde au niveau de la voie publique. Embouteillage, ce sont eux, ils ont réussi à créer tous les moyens possibles. Quand tu veux intervenir, il n'y a pas de moyens. Derrière cela, vous avez encore les forces de défense et de sécurité, du moins les policiers, qui sont là toujours en train de demander à vouloir les coincer. Et même ces mêmes personnes-là, tellement ils n'ont rien. Moi, j'ai eu l'occasion, je sais pas, j'ai dit que ça va, j'ai eu l'occasion d'avoir fait un stage. Quand j'étais en communication à l'université de Douala, c'est vrai qu'on a voulu me faire un peu, il fallait un peu voir comment la communication des organisations se déroule. Mais quand je suis allé à la communauté urbaine des DDI à cette époque, on m'a plutôt envoyé au service de la recette municipale. Je me suis posé la question, quel est le rapport avec la filière que j'ai choisie? J'ai vu quelque chose d'incroyable là-bas. Ceux qui font la moto, on leur demande de payer tout simplement, je crois, les frais d'impôt libératoires qui sont parfois sur une période peut-être de 3 à 6 000 francs. Quelqu'un vient avec l'argent en Téricis. Au lieu de dire, on a arrêté sa moto. Au lieu de dire, OK, je vais peut-être avancer 2 000 francs pour que, d'ici la fin de la semaine, je puisse terminer. Ce que la personne doit faire, elle est prête à doyer un agent communal, préfère lui donner 2 000 ou 3 000. Récupérer sa moto et va être encore arrêté le lendemain. Donc, quand vous avez un secteur comme ça où on ne réussit pas à le canaliser et que ceux qui sont les agents de l'État acceptent même encore se faire corrompre, il est clair que ce genre d'environnement ne va forcément aller nulle part. Ça ne va bénéficier à personne. C'est un cercle vicieux. Un cercle tellement vicieux au point que tout le monde est là quand quelqu'un n'est pas là. Regardez même, parce que, mais maintenant, le point qui est un peu important pour ceux qui, du moins, ont parfois des projets de vie, c'est que le secteur de la moto, qu'on ne se monte pas, c'est même plus qu'un bayam selam. Parce que quand tu fais la moto, tu vas toujours avoir l'argent. Aujourd'hui, comme tout le monde aspire à avoir de l'argent, c'est-à-dire que, contrairement peut-être à ceux qui peuvent se dire que comme nous ici, nous sommes des salariés, nous quatre qui sont ici, on attend la fin du mois. Secteur de la moto, tu es sûr que tu vas avoir 1 000 francs chaque jour. Il y a des gens maintenant qui ont poussé la réflexion plus loin. Oh, quand petit, non. La moto, quand tu as la moto là, tu vas avoir l'argent facilement. Donc, c'est comme ça. Et puis, on a même commencé à appeler ça l'odeur du carburant, que même les jeunes filles aiment l'odeur du carburant. Parce que le gars qui va attendre la fin du mois ne va pas résoudre ton problème là. Oh, le gars de la moto, il peut regarder, il va te dire, OK, demain, je vais voir ta situation. Il peut sortir de 6 h jusqu'à minuit en prenant son tramol, juste parce qu'il doit réussir
à gérer. Le tramol, c'est quoi? Le tramol, Eh bien, le tramol, c'est une drogue. C'est une drogue. Une drogue pour ne pas dormir. Mais à l'origine, Oui. le tramadol est un puissant Anesthésiant, c'est ça? anesthésiant, un Voilà. puissant sédatif. Oui. Mais donc avec le dérivé qui est dans le tramol, Oui. eh bien, je crois qu'à une certaine dose quand même, eh bien, ça annihile les fonctions, les réflexes. Mais quand Oui. vous avez cela, il y a donc une type ou bien une catégorie de personnes qui vous disent que moi, quand je fais la moto, contrairement à d'autres personnes, quand tu as réussi à bien t'organiser, à bien planifier, parce que quand il y a des moments avec lesquels on discute avec certains, et dit quand j'ai réussi à planifier, je sais que là où je suis là, avec la moto, j'ai envoyé mes enfants à l'école, avec la moto, j'ai fait si je suis à tel projet qu'ils sont en train de vouloir mener, c'est parce qu'il faut essayer de pouvoir s'organiser, essayer de planifier. Maintenant, on va faire comment si l'État n'a pas eu à donner les moyens, on est obligé de passer par là. Donc, je vais simplement peut-être pour chuter en indiquant que le secteur de la moto, comme les uns et les autres ont dit, ce n'est pas un métier qu'on rêve d'être un moto-taximan, qu'on sort, on dit qu'il va être moto-taximan. Parce que rien n'a été mis à disposition pour que ce soit un métier. C'est vraiment un truc que quand on n'a rien à faire, pour éviter d'être braqueur, pour éviter de pouvoir quémander à X ou à Y, on doit faire cela. Mais il y en a aussi qui ont réussi à trouver leur compte et qui sont devenus finalement aussi des autres patrons d'autres personnes qui sont dans le secteur. C'est vrai que on va dire quoi, il y a des personnes qui ont réussi quand même à se construire à travers entre guillemets, je sais pas, ce métier, parce que on est quand même obligé d'employer ce terme par respect pour ceux-là qui vivent de la moto, hein, parce qu'il y a certains qui ont réussi à se construire, même si personnellement je pense qu'un État ne devrait pas prévoir cela pour sa population. Je peut-être, permettez-moi que je puisse oui, dire un truc. rapidement. Mais vous avez à dire, vous êtes passé par là. Non, parce que là, c'est parce que j'ai des poches qui ont... Oui, j'ai des... Vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Je ne vais pas lâcher l'affaire parce que ça me choque quand je vois des choses comme ça. Ça me fait un peu ressembler à cette histoire de PIB qu'on envoyait aux étudiants à l'université. On vous dit que l'ordinateur, là, ça peut coûter à des centaines de mille. Au lieu de pouvoir dire à un jeune que voilà ce qu'on peut faire, on vous amène un ordinateur qui ne vaut même pas absolument rien. On vous dit 500 gigas, c'est égal à 38. Je ne sais pas trop encore les histoires de gigas là. J'ai eu des membres de famille qui ont fait de la moto. Et qui, à un moment donné, vraiment, c'est devenu comme si... Allez, je me suis posé parfois trop de questions que cette affaire de la moto, c'est quoi? Si la moto pouvait être capitalisée dans la mesure où le pays, les dirigeants, les gouvernants réfléchissaient à donner un canevas. Si on veut rendre quelque chose comme métier, il faut donner des canons à ce métier. Il faut que cela respecte une certaine déontologie. Mais tant que ça n'a pas respecté une déontologie, ça va être un café Nawam et personne ne peut se dire en réalité qu'on peut sortir. Juste peut-être des personnes les plus intelligentes ou sages qui sortent du lot, comme on disait, certains qui réussissent à se frayer un chemin. Tout à fait. Et justement, il faut cet encadrement-là de l'administration. Thérèse, quel est ton avis? Eh bien, d'abord, Sike Doumbé, je voulais que tu me rassures. Tout à l'heure, tu disais que les journalistes ils seraient dans la mouise si jamais ils avaient un avis contraire. C'est bien ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Donc, je peux y aller la transformation des propos. Dénaturer un peu le texte, le contexte. C'est-à-dire que le ministère déplore le fait qu'il y ait certains médias ils ont omis, parce que tout à l'heure, Noira le rappelait, on a par exemple vu dans le communiqué du ministère qu'ils ont précisé c'est-à-dire les initiateurs de cette de ce projet, si je peux le dire ainsi. Mais lorsqu'on a véhiculé cette information, on a mis le ministère de la Justice. Que c'est lui qui avait initié cette insertion. Et c'est pour cela qu'on dit bon, c'est pas l'État quand même. Bon, on accompagne. Oui, mais l'État a entériné. Oui, très bien. Donc c'est ça. Ok, maintenant que je suis rassurée, Dame Sike Doumbé, donc je peux y aller. Oui. Alors, avant de revenir sur l'échec de cette situation-là, sur l'encadrement, sur le pis-aller, sur le définitif, sur les dérives, en parlant dans les agressions de Ben Skinner et tout ça, et puis sur les diplômés que Noira a évoqués, sur les habitations de ces gens-là, sur le fait qu'ils dorment dans les stations-service. Alors, je voudrais revenir quand même, et ça de manière...
je reviens de plein pied sur les avis des acteurs même que nous avons dans le Vox Pop. Alors, le premier a dit que ce n'est pas un travail considérable. Oui. Donc, il n'a pas fait dans la langue de bois. Oui. Il y est allé franco en disant que ce n'est pas un travail considérable et qu'il y a plein de risques comme des accidents et tout ça. Alors, le second a dit que c'est un métier qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est un pis-aller et que plutôt il a le sentiment que le gouvernement recule. Alors, le troisième le dit, pour un pays développé, franchement, c'est un gros échec parce que la moto, je peux utiliser mes termes, c'est nul. Alors maintenant, et l'autre disait donc pour terminer que c'est parce qu'on déplore un manque d'emploi et que personne n'aimerait terminer ses études, bonnes études pour finir sur la moto et que lui ne permettrait pas, qu'il ne permettrait jamais au grand jamais que ses enfants deviennent des Ben Skinner. Alors maintenant, revenons donc sur l'échec devant lequel j'ai mis le point d'interrogation. Est-ce que c'est un échec? Que ce soit l'initiative du gouvernement ou pas, oui, c'est un échec. Je m'explique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà assez de Ben Skinner comme ça sur l'ensemble du territoire national pour qu'on en rajoute 79? Déjà, première question. Maintenant, parlons donc de l'encadrement. Permettez-moi. Oui, je vous permets. On devrait plutôt penser à réduire? Parce que lorsque vous dites, est-ce qu'on n'a pas déjà assez de plus en plus réduire. Parce que justement, moi a évoqué la lassitude, l'aigreur, l'amertume, sur lesquels je vais revenir, sur l'aigreur et l'amertume. Alors donc, par conséquent, il faut donc que ce secteur-là soit encadré. Et ça, vous l'avez évoqué, Moira. Alors, on a quelqu'un pour m'opposer l'argument des bouchons ou alors de la pléiade de vélos en Chine. Mais sauf que justement, chacun, ils sont civilisés. Vous allez voir beaucoup de Chinois à bicyclette, mais c'est encadré, ils sont civilisés, ils font pas n'importe quoi, c'est régulé, et puis ils respectent les feux. Mais ici, non, on a des canards qui traversent à l'orange. Très bien. Alors, oui, est-ce que c'est un pis-aller? Et ça, il faut le dire. Et justement, pour ce qui est du pis-aller, un des Ben Skinner a évoqué le fait que c'était un emploi temporaire. C'était une occupation temporaire. Parce que justement, personne ne se lève, quelqu'un de sensé, qui a quand même fait de bonnes études. Ça, il faut le mentionner. On a dit qu'il n'y a pas de saut métier. Mais si ce sont eux-mêmes qui disent que ce métier-là, ce n'est pas un métier si considérable que ça. Alors, qui suis-je, moi, pour dire qu'il n'a pas raison et qu'il n'y a finalement pas de saut métier? Ok, quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saute-gens. Mais force est quand même de constater que quelqu'un ne peut pas être détenteur d'une licence, d'une maîtrise, d'un doctorat pour se retrouver sur la moto. Non, je suis désolé, non, je crois qu'il est temps qu'on dise les choses. Il n'y a pas de saut métier, je suis d'accord. Mais quand même, il y a des métiers quand même pour une catégorie de gens. Non, mais ça, il faut le dire. Et nous avons le devoir de le dire. Parce qu'il faut que les gens comprennent que oui, vous n'allez pas vivre éternellement de la moto. Il faudra finalement faire ce pourquoi vous êtes allé à l'école. D'accord avec ça. Alors maintenant, pour enchaîner avec la question définitive. Alors, est-ce que faire de la moto, c'est définitif? Peut-être pour certaines personnes, mais pour d'autres, non. C'est clair que non. Alors maintenant, les dérives. Il y a tellement d'agressions. Alors, lorsqu'il y a un braquage, qui sait que tu es le transporteur? Un moto. Voilà. Alors, lorsqu'il y a un vol à l'arraché, qui sait que le transporteur, lorsqu'il y a... Oui, mais malheureusement, c'est la réalité. Oui, lorsqu'il y a un braquage, le transporteur, c'est la moto. Lorsqu'il y a un vol à l'arraché, un vol à la tire, une agression... La plupart du cas, c'est la moto. Eh bien, c'est très souvent la moto. Alors, donc, il y a une sorte de troll dans les Ben Skinner. Et les véritables Ben Skinner s'en plaignent. Ils se plaignent de ça. Ils se plaignent de ce qu'il y a des trolls, il y a des infiltrations, il y a de véritables bandits de grand chemin qui sont en train de vicier leur profession. Et ça, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une politique de régulation pour extraire la bonne graine de l'ivraie? Et oui, non, en fait, simplement pour dire que, puisque nous sommes dans la ville de Douala quand même, je crois qu'on a eu à couvrir plusieurs activités de la mairie de la ville avec le maire qui
essaye, hein, on a vu une série d'identifications quand même. C'était au moins sur un plan national. Sur un plan national. Et effectivement, moi, je mets l'entière, vraiment pour moi, c'est l'entière responsabilité au gouvernement. Oui, parce que ce secteur n'est pas régulé du tout. Voilà, pas du tout. Il n'y a rien n'est fait. Bien au contraire, ils sont laissés à eux-mêmes. Effectivement, la jeunesse dans ce métier-là qui, comme vous l'avez dit, devient justement un troll. Voilà. Dans le secteur des transports. Voilà. Et pour évoquer et moi, la question de l'habitat, la question des habitations. Pourquoi ces messieurs dorment dans des stations-service? Ce que je raconte, ce n'est pas une fiction. Aller à partir de 22, 23 heures dans les stations-service, ils sont couchés sur leur moto. Pourquoi? Et ce jusqu'au matin. Et quand ils se lèvent de là, ils cherchent des rigoles, des caniveaux. Faire la petite toilette et tout. Oui. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas d'habitation. Alors, un individu comme celui-là, s'il vous arrache votre sac à main, s'il vous arrache votre téléphone, vous allez le tracer comment? Aucune identification. Aucune identification. Donc, il faut réguler ce secteur-là. Parce qu'un bonhomme qui dort sur sa moto, il est sans feu, ni lieu, sans foi, ni loi. Ça veut dire que s'il vous agresse, s'il vous poignarde, s'il vous tue, s'il vous agresse, s'il vous arrache votre passeport, votre téléphone, votre sac à main, vos diplômes, parce que oui, c'est arrivé votre ordinateur. Et même tout à fait. Alors, puisqu'il n'a pas de logement, il peut dire, ok, comme je suis par exemple à la station qui est aux 2 églises, sans publicité, si je vous agresse, eh bien, je peux aller à P4 APK machin, il sera difficile pendant 6 mois. Vous allez le tracer comment? Alors, et justement, et puis on remarque également que il y a d'anciens taximens, parce qu'il faut évoquer ça, il y a de moins en moins de taxis ici à Doumbé. Alors vous tenez au bord du chemin, au bord de la route, vous pouvez passer 10 minutes, vous ne voyez pas un taxi jaune. Il n'y a que des motos. Ça fait que forcément, vous êtes même obligé de vous déplacer à moto parce qu'il n'y a pas de taxi. Il n'y en a pas. Vous pouvez rester 10 minutes, 15, un quart d'heure au bord de la route. Il n'y a pas de taxi. Donc, on est finalement obligé de subir les Ben Skinner. Et du coup, je vais vous dire, je vais vous choquer. D'anciens taximens ont envoyé valser leur taxi pour troquer contre les motos. Voilà, ils ont troqué leur véhicule contre les motos. Justement, et ça répond donc à votre question, parce que c'est la question donc de l'argent, l'argent ponctuel, l'argent immédiat, le cash immédiat. Bon. Et maintenant, donc, moi, pour sortir avec une anecdote, j'allais au travail un matin et force a été pour moi de prendre une moto parce qu'il était très tôt le matin. Je voulais aller vite. Quoi que ce soit dangereux, ça, il faut également le mentionner. C'est dangereux. Il y a un pavillon qu'on a créé dans un hôpital dont je vais taire le nom, qu'on appelle le pavillon Ben Skinner. Parce que vous voyez, les gars, ils sont accrochés avec les pieds comme ça. Les taux d'accident. Parce que les gars, ils sont inciviques. Ils sont incivilisés, ils sont imprudents, ils vont vite. Parfois, certains vont faire un petit tour de moto au stade de machin à Bépanda là-bas. Là, ok, tu montes un peu, tu tournes un peu, tu freines un peu, vu que c'est fini, tu es là devenu Ben Skinner. Et ça, c'est dangereux. Ils mettent des centaines de vies, des milliers de vies en danger. Il y a des gens aujourd'hui qui sont estropiés, qui sont éclopés, qui ont perdu un membre parce que justement, ils sont victimes d'un accident de circulation créé par un Ben Skinner. Maintenant, pour sortir avec cette anecdote, alors j'allais au boulot un matin, je travaillais dans une radio, je faisais la matinale de 6h à 12h. Alors, je suis donc à l'arrière de ce monsieur-là, de ce Ben Skinner, et je me rends compte qu'il parle un langage soutenu. Et vous savez très bien que moi, je suis sensible aux gens qui parlent bien. Et le gars, il a attisé ma curiosité. Je lui ai demandé, mais monsieur, vous exprimez. Il me dit, mais madame, j'ai une licence. Ça fait 11 ans que j'ai une licence, que j'ai eu ma licence, et ça fait 11 ans que je fais la moto. Vous vous rendez compte? Oui, il semblait posé. Ça veut dire que lui, c'est le genre, quand il finit sa moto, il rentre chez lui, il prend sa douche, il mange un petit repas avec sa femme et ses enfants, il dort le lendemain, il reprend sa moto. Mais est-ce que c'est normal? C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment dommage. Et une fois de plus, ça remet sur la table la question de l'encadrement, effectivement, de ce métier. Ce n'est peut-être pas le secteur des motos, mais ça reste dans le secteur des transports, parce que le problème que vous posez, par exemple, en Thérésis, vous avez parlé tout à l'heure de ces taxis aujourd'hui qui se font très rares, et c'est vrai, il faut rappeler effectivement qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, parce que nous avons aussi approché les taximans dans le cadre de cette émission, même si on n'a pas pu les avoir. Certains, non seulement ont mis en avant le problème des infrastructures routières. Voilà, on en parlait d'ailleurs la dernière fois. D'autres ont mis en avant cette autre, je ne sais pas si je dois parler de problème, mais il y a cet autre encadrement, vous savez, les Yango, Gozem et tout, donc qui mettent à mal aussi le secteur
des transports. Oui. Alors, je reviens au niveau de l'encadrement de l'administration, par exemple. Je prenais un exemple, la dernière fois où je rappelais que ailleurs, à l'étranger, de ce que nous, on a vu, par exemple, si vous voulez faire dans le transport, et c'est ce qui devrait se faire même d'ailleurs. Uber. Voilà. Oui, dans le secteur des mototaxis Oui. ou Uber et tout le reste, Oui. lorsque vous dites, OK, moi, je veux faire du Uber, j'ai une Yaris, Oui. voilà, peut-être daté de 2000, je sais pas moi, 10 et Oui. tout. Il y a une vérification. Oui. On regarde. Il y a Est-ce une que c'est réel? traçabilité. Il y a une traçabilité. Il y a une enquête de moralité. On regarde Oui. tout, en Oui. fait. Oui, oui. Vous allez voir, lorsque vous commandez un Uber, Oui. par exemple, Oui. vous appelez, vous dites, mais souvent même c'est VIP. Oui. Après la voiture qui arrive, vous voyez une vieille voiture, vous vous demandez, mais c'est quoi ça? Oui. En fait, parce qu'il n'y a pas justement ce suivi. Oui. Et ça devrait être ainsi, Oui. même dans le secteur des mototaxis. C'est-à-dire que, on va aller jusqu'au mototaxi. Regardez par exemple les camions. Combien de fois on a interdit certains camions? Ah ben voilà, Regardez à une certaine heure. C'est-à-dire que de 20 heures, oui. enfin, on les met de 20 heures à 6 heures. Maintenant, Combien de en pleine fois? 15 heures, vous manquez de vous Combien faire de écraser fois? par un camion. Un vieux camion même d'abord. C'est-à-dire que si vous touchez même, vous attrapez le tétanos. Donc, imaginez. Donc, il y a un laisser-aller administratif là que, Oui, oui. voilà, c'est important. C'est aussi ça notre rôle. Mais le problème, oui. c'est qu'il y a des Uber Oui. à l'étranger, Oui. en hexagone, dans les pays développés. Eh bien, c'était pour répondre en fait à la cherté du taxi parisien, par exemple. Oui. Parce que les taxis sont extrêmement chers. Mais Extrêmement moi, vous qui êtes un chers. voyageur, là, vous qui allez très Oui. souvent à Paris, mais vous vous déplacez très rarement en taxi jaune, parce que Quand c'est il très va là- cher. quand il va là-bas, il C'est paye très C'est cher. la raison pour laquelle certains préfèrent parfois le C'est métro. très cher. Le métro, voilà, tout C'est pour les simplement. petites gens, Tout pour les simplement. bourses, et puis Bon, voilà. pour les nous comme ça, là, le métro. Ah ça, non, c'est pour mais les nous comme il ça. faut arrêter ça, Donc, hein, quand c'est que nous, vous on êtes va quand même l'ami de prendre le Poutine, hein. métro, Faut arrêter on ça. paye notre petit Oui. ticket, 1 euro, on se sert là L'ami de comme Poutine, ça. l'ami de Pendant Poutine. ce temps, on voit les Attention, noirs passer Elle fait là comme si elle n'entend pas, elle fait comme si elle ne comprend, elle fait comme si elle et n'entend tout. pas. C'est quand il vient ici au pays Elle que tu fait, vois oui, ses elle fait frères. comme, oui, Elle connaît le robe l'ami, là. oui, l'ami de, Le robe. mais une dame qui a neutralisé entre guillemets Poutine, elle dit qu'en fait quand il lui a posé la C'est question, pas Poutine. le gars, il s'est concentré. Il a pris le Il a papier, pris le le papier. il a noté la question. Il s'est rassuré si la traduction, s'il avait compris. For You Mais- Media, vraiment, mais- c'est le traduction. média. Et vous- Attends, c'est le média panafricain. Mais vous voulez vous amuser. Mais c'est pas Madame, c'est que possible. mon téléphone là ne donne pas bien, il faut m'acheter un nouveau Non, téléphone, vous êtes mon ouais, patron. ne- Il y a les- faut pas Quand même, m'excuser. il a comme quand ça. même quand même Faut pas Poutine. nous Non, il y a les exposer projets comme qui ça. arrivent. Dit ça ici. Il y a les projets qui arrivent. Donc justement, Ouais. Ouara, Ouais. donc le Uber par exemple, Ouais. sont nés pour répondre un petit peu à la cherté, pour contrer un peu la cherté des taxis, parce que mais ça coûte bon, mais ça Quand vous coûte parlez- la quand- peau du coup. Quand vous Est-ce parlez que de c'est cherté, cher? Oui, oui. je ne voudrais pas évoquer le côté, je voudrais par exemple évoquer le côté prix. Quand on est en train de parler de l'encadrement des motos taximens, Ouais. vous devez vous rendre compte que chez les taximens, au moins, on a des prix qui sont homologués. Oui. Chez les motos C'est taximens, vrai. il Oui. n'y a pas de prix Mais c'est homologué. à l'envie. C'est une Rien. histoire. Voilà, C'est à l'envie. Pendant qu'on vous regarde, Et par si vous exemple. avez la malchance Oh. d'être sapé le matin, 1000 francs. On vous regarde d'abord, le gars c'est juge un l'adversaire qui est Mais les gars devant font lui. le délit de faciès. Non, on doit les poursuivre pour ça. Alors, Oui, on ils va font des délits de poursuivre. faciès. Eh bien, on va prendre peut-être une autre petite intervention. C'est un avis, hein, rapidement, avant de passer à s'intéresser à Monsieur Macron. Mais on va prendre l'avis de Yaya Balefin, qui est le leader de jeunes de la société civile, Oui. président de l'association Jeunesse Engagée du Cameroun. Lui également, il a bien voulu répondre à cette interrogation en ce qui concerne ces 79 jeunes qui sont aujourd'hui insérés dans le secteur des transports moto, taximène précisément. Est-ce que c'est bon qu'elle est avec M. Yaya? Alors, on l'écoute. Alors, déjà, il faudrait rappeler que selon certaines informations que nous avons, ce projet d'insertion d'environ en réalité 200 jeunes dans le secteur des motos-taxis serait né à l'issue d'une tournée du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Cameroun qui allait rencontrer la diaspora camerounaise à l'effet de l'inviter à venir investir au Cameroun. C'est donc à l'issue de cette tournée-là qu'est né ce projet d'insertion des jeunes dans le secteur des mototaxis. Alors, la polémique, je pense qu'elle est née du fait que beaucoup de jeunes, beaucoup de Camerounais se sont sentis vraiment offusqués de ce que, en se demandant si c'est le secteur des mototaxis qui est devenu le secteur d'avenir de la jeunesse camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, l'on est sans ignorer que les conditions d'emploi du Cameroun
sont compliquées au Cameroun, il y a tellement de chômage au Cameroun et que les jeunes n'arrivent pas à trouver d'issue. Et que à la base, ces jeunes-là qui font la moto, ce sont pour la plupart ceux qui n'ont pas pu avoir des opportunités ailleurs. Et pour beaucoup, c'est des jeunes éduqués, formés, qui ont une matière grise, mais dont l'environnement ne leur permet pas de pouvoir mettre en évidence tout le potentiel qu'ils ont dans des emplois décents. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est choquant de voir que le secteur des mototaxis est devenu vraiment le secteur d'avenir de la gouvernance pour la jeunesse. C'est-à-dire que la gouvernance actuelle au Cameroun a vu le secteur des mototaxis comme un secteur d'avenir. Et c'est un peu ça qui choque parce que c'est chercher à insérer plus de 200 jeunes dans ce secteur où l'on sait que ceux qui pratiquent cette activité, leur vie est énormément en jeu. Les jeunes perdent chaque jour la vie sous les camions parce que c'est un secteur d'activité difficile. Et au-delà de tous les risques sécuritaires qui tournent autour de ce secteur d'activité. Donc vraiment, on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait-il pas d'autres projets qui pouvaient offrir des emplois plus sécurisés, plus décents aux jeunes? Et je pense que ce problème aussi, c'est parce que, certes, on va évoquer le fait que le ministère a souvent des opportunités, mais le problème, c'est qui profite des opportunités dont on nous annonce chaque fois. Comment fait-on pour postuler à ces opportunités? Comment les jeunes postulent? Quel type de jeunes parviennent à avoir des soutiens, des accompagnements, que ce soit même dans les soutiens des projets des jeunes? Donc c'est un peu ça qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce ministère-là, en dehors de ce projet, comme on peut le voir, aime souvent dire que, ok, il propose des financements ou des accompagnements. Mais est-ce que le jeune qui est dans un quartier ou qui n'a personne nulle part, qui n'est pas le frère ou le cousin de quelqu'un d'un responsable dans ce ministère peut bénéficier, ou alors combien bénéficie? Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent, et vu qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus d'opportunités, et même quand il y a un projet de financement de leur projet, pour pouvoir bénéficier, souvent on vous demande de pouvoir donner une rétrocommission. Une rétrocommission, on l'a vu avec les projets comme le PAGER, et etc., où les jeunes étaient obligés de donner certaines sommes pour pouvoir bénéficier, et à la fin, les jeunes même ne remboursaient pas. Donc, cette polémique-là, vraiment, c'est une polémique sur la question de l'emploi, sur la question d'accompagnement des projets des jeunes, de financement des projets des jeunes, etc., etc. Donc, je pense que c'est un problème qui invite vraiment le gouvernement à changer de politique et à faire comprendre au gouvernement que le secteur des mototaxis n'est pas le secteur pour la jeunesse. Il faudrait plutôt travailler à faire sortir la jeunesse de ce secteur d'activité au lieu de l'encourager à continuer, parce que ce n'est véritablement pas un secteur d'activité pour une jeunesse qui est formée, qui est éduquée. La jeunesse a besoin d'autres opportunités, d'emploi. Et je pense que si le gouvernement comprend cela, je pense que peut-être on peut avoir de meilleures opportunités pour les jeunes au Cameroun. Merci à Yaya Balefin. La jeunesse peut avoir d'autres opportunités. Il pense d'ailleurs on aurait pu faire mieux, encadrer mieux, peut-être proposer mieux à cette jeunesse. On va prendre 5 minutes pour sortir de ce thème avant d'aborder le second. Anthérésis, oui, tu avais quelque chose à ajouter. Oui, alors je suis en train de supputer. Hein. Oui. Je rêve un peu les yeux ouverts parce qu'il n'est pas interdit de rêver. Celui qui ne rêve plus est mort. Pourquoi on ne pouvait pas transformer ces 79 motos en 79 taxis. Je prends l'exemple de Yaoundé. À Yaoundé, par exemple, il n'y a pas de pénurie de taxis à Yaoundé. Je suis désolé, il n'y en a pas. C'est vrai. À Yaoundé, alors que quelqu'un m'explique comment ça se fait qu'il n'y ait pas de pénurie de taxis à Yaoundé. Vous ne pouvez pas rester 10 minutes au bord de la route sans qu'un taxi ne vienne. Et je vous assure, les taxis à Yaoundé, ils sont encore propres, ils sont encore neufs, ils sont... Mais oui,
il y a des motos, certes, mais c'est vers éleveurs là-bas, éleveurs, ceux qui connaissent. En fait, c'est en périphérie. Parfois, Odia, c'est un point d'Odia. Oui. Simbok, par exemple. Par exemple. Oui. Alors, vraiment, avant que les gens n'attrapent ma veste, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont me détester, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas facile, tout le monde peut pas être journaliste, tout le monde peut pas être médecin. Oui, je veux bien. Ok, s'il faut qu'il y ait des motos, pourquoi ne pas réguler le secteur de telle sorte que les motos desservent les périphéries? Par exemple, si vous habitez par exemple, PK quelque chose, et que vous travaillez, par exemple, pour desservir à partir du goudron jusqu'à l'intérieur du quartier. Je ne sais pas moi. Et ça paye aussi également. Parce que je vais vous dire, il arrive que le taxi vous laisse au bord de la route, vous habitez loin, à l'intérieur du quartier, que vous payez 300 francs. 300, 400 francs, comme une destination normale en taxi. Oui, tout à fait. Après qu'au taxi vous ait déposé, vous payez encore 300 pour rentrer chez vous à l'intérieur du quartier. Alors pourquoi ne pas reléguer, pas au second plan, pas au calendrier grec, mais pourquoi ne pas reléguer justement les transporteurs, les motos, les benskinners dans ces secteurs-là pour qu'il n'y ait pas de désordre urbain? Honnêtement, moi ça me fait mal le matin qu'il y ait un embouteillage de 3000 motos le matin à $2. Une belle ville comme Douala, qu'il y ait trois. Un feu rouge Besengeke est bondé. Ndokoti, c'est la magie. Quelqu'un a dit qu'il y a même les fantômes en Ndokoti. Ah oui, ça c'est clair. Parce que ce n'est pas normal. Vraiment, il n'y a pas de saut métier, mais qu'on se le dit sans langue de bois, quelqu'un ne peut pas avoir fait des études pour devenir médecin, il se retrouve sur une moto. Ça veut dire que quelque part, il y a un échec, et ça, il faut le dire. Échec des autorités, du gouvernement. Il faut, justement, ça pose justement le problème de la création de l'emploi dans notre pays. En une minute. Oui, on aurait il y a plusieurs secteurs où on pouvait développer, bien orienter des projets. Plutôt, je dis qu'il y a la possibilité de créer. Il y a la possibilité de créer. L'argent qui est volé, qu'on envoie dans le trésor, disons même, ok, il y a des opérateurs économiques qui sont à même de pouvoir faire des projets de financement avec l'État, que l'État facilite des possibilités pour créer des structures. Et ces jeunes-là vont partir là-bas et on est même sûr que ça peut être porteur. S'ils voulaient, ils pouvaient faire des trucs comme M. Yael le disait tout à l'heure au niveau de l'extrait que nous avons suivi. L'État a les possibilités de pouvoir le faire, mais l'État fait dans la léthargie. On a comme l'impression que les enfants des autres doivent toujours continuer. Oui. L'État fait dans la léthargie. Oui. Les enfants des autres doivent toujours rester à ce niveau. Et puis, les autres qui sont comme peut-être nantis, bien parce qu'on a un oncle ou c'est pas trop un cousin, on doit bien s'en sortir. Le secteur de la moto, je dis, pouvait bien encore s'en sortir. On pouvait créer des structures bien spécialisées, bien encadrées, et pour qu'on sache que telle personne a une structure peut-être de 200 motos, on crée des noms, mais pour arriver à le faire, on doit nettoyer. Aujourd'hui, tout le monde fait dans la moto. Même quelqu'un qui travaille, il dit que non, il faut que j'aille pointer parce que si je ne veux pas attendre la fin du mois, je ne vais jamais avoir l'argent. Parce qu'on sait que la moto est devenue facile d'accès, facile pour avoir de l'argent. Et si vous n'êtes même pas encore propriétaire d'une moto, votre propre moto, et que vous travaillez pour le compte de quelqu'un, vous devez d'abord avoir votre version journalière, 3500, et puis aller envoyer. Parfois même, le gars même d'abord malhonnête. Donc, il y a beaucoup trop de choses qui sont à l'intérieur. Vraiment, vous avez trop tiré sur les mototaximens aujourd'hui. Non, mais oui, mais il le faut. Il y en a qui sortent du lot, mais il faut dire, c'est la réalité. Le gouvernement n'est pas exempt. Non, le gouvernement n'est pas exempt. Le gars fuit. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une pensée pour nos frères des mototaxis. La faute, c'est au gouvernement. Le gouvernement doit mettre des mécanismes pour que ça change. Kelly rappelait tout à l'heure, il parlait aussi des risques. Et du côté santé aussi. Oui. Oui, souvent on ne comprend pas. Il fait tellement chaud. Mais le gars est engoncé dans un blouson. Il a un blouson terrible. On s'est dit, mais effectivement, il n'a pas le choix, en fait. Parce que le vent qui vient devant, là. Ils sont, victimes ils ont des maladies particulières, parce que le métier les expose à certaines maladies. De jour comme de nuit. Voilà, vous imaginez. Ils peuvent être sujet, même la tête là, avec le soleil, à des infections pulmonaires. Effectivement. Parce que trop de vent, les bronches sont attaquées. Le soleil, comme le soleil essaie d'être, ça vous frappe sur la tête là. Le gars, ne réfléchit plus comme une personne qui est normale. C'est pour ça qu'il te répond comme il te répond là. Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve des excuses. Non, pas du tout. Vraiment. En tout cas, merci. Merci pour ces commentaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle on les manipule facilement. Généralement, quand il y avait des problèmes comme des casses, là, on dit facilement. Parce que comme
les uns des autres se cherchent, ils trouvent que ce n'est pas un métier. Donc, facilement, un acteur qui trouve que quand il veut s'aborder des choses, il va facilement vouloir infiltrer le milieu pour pouvoir les manipuler. Tout à fait. Alors, on va directement passer sans transition au second thème de ce matin, la visite, la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. On va prendre une quinzaine de minutes pour cela. Emmanuel Macron qui est donc attendu en Afrique à partir du 20. On parle de Maurice, on parle de l'Afrique du Sud. Effectivement, il devra participer. De l'Angola. De l'Angola, voilà. Et du Gabon. Du Gabon. Alors, simplement, hein, on va commenter vraiment sans tabou la visite du président français Emmanuel Macron. Si je puis me permettre peut-être de dire un mot là-dessus, je pense que pour nous, ce n'est pas parce qu'on se demande quels sont les enjeux, mais pour nous, ce n'est peut-être plus un enjeu. Un enjeu peut-être pour la France, oui, mais pour l'Afrique, non. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus ce continent-là d'antan, dont la France pouvait dire, bon, vous allez à gauche, on va à gauche, vous allez à droite, on va à droite, même s'il y a encore certains États, il faut également le mentionner, qui aujourd'hui vivent au sang et à la baguette de Paris, mais nous sommes quand même heureux qu'on constate qu'il y a des États africains aujourd'hui qui commencent à s'affirmer et à dire non à Paris. Certains vont parler d'acharnement parce que certains nous critiquent et disent vous êtes toujours en train de parler de la France, mais n'oublions pas que nous avons une histoire avec la France. Je pense que ça aurait été, je sais pas moi, je vais citer quel pays, ça aurait été quoi, n'importe lequel. N'importe lequel qu'on aurait forcément, et surtout que si ce pays ne veut pas lâcher, nous laisser tranquilles, ou alors accepter que nous sommes dorénavant un État souverain, on n'aurait pas peut-être eu cette discussion. Mais lorsqu'on a un pays comme la France qui n'accepte pas, qui ne veut toujours pas accepter que nous sommes dorénavant des États souverains ou indépendants, ces indépendances d'ailleurs qui sont encore très discutées. Nous sommes obligés de remettre cela sur la table, surtout qu'on a des éléments. On a des éléments, le premier élément flagrant, on a par exemple la monnaie. Vraiment, on demande à la France de nous laisser utiliser, c'est-à-dire fabriquer notre propre monnaie. On va nous opposer l'argument selon lequel il y a encore quelques années, le président français, je me souviens, il était, je crois, au Burkina Faso, au temps de... Non, pas au temps de monsieur Roch Christian Kaboré. Oui, c'était d'ailleurs moqué du président Kaboré dans une salle avec les étudiants. Il faisait très chaud et il a dit aux étudiants, je crois que vous devez quand même... monsieur le président, il faut arranger votre clim, il fait chaud. Et puis les étudiants ont commencé à rire. Vraiment, c'était tellement rabaissant. Et le président Kaboré, lui aussi... donc vraiment, lui, même s'il fallait l'attraper pour lui dire que... mais président réagit avec, puis tu vois un président quand même costaud, baraqué, et puis Macron qui se permet de dire quand même très condescendant, très condescendant. Il est méprisant, il est condescendant, il est même paternaliste. C'est quand même terrible. Et donc lorsqu'on a tous ces éléments-là, on se dit... Et puis, je crois que c'est à ce moment qu'il avait dit les pays africains sont libres de sortir du franc CFA. Nous ne vous empêchons pas de sortir du franc CFA. Mais on sait que ce n'est pas si évident que ça. Nous savons très bien ce qui se passe en dessous, en dessous. Nous discutons avec les dirigeants africains. D'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, le feu président Idriss Déby Itno l'avait dit à la veille de sa mort, quelques mois, il commençait à faire justement un certain nombre de sorties où il dénonçait. Il y a deux éléments majeurs qui avaient quand même, qui nous ont marqués lorsqu'il était à la fin malheureusement de sa vie, parce qu'il est mort tragiquement. Il y a l'épisode dans lequel il disait, moi je voulais laisser le pouvoir, en fait, je voulais me présenter, je voulais, voilà. Et puis, deux Français sont arrivés, deux constitutionnalistes français sont arrivés avec une mallette, avec une nouvelle constitution et tout. Ils m'ont dit, bon, tu vas te présenter, et puis voilà ce qui va se passer et tout. C'est vrai qu'on s'est demandé, mais est-ce que tu étais obligé d'accepter? Mais lorsqu'un président vous le dit, vous devez comprendre que il y a des choses vraiment malsaines autour. Et puis, l'autre épisode, en parlant du franc CFA, également, il a condamné le franc CFA, il est revenu sur un certain nombre d'éléments. Donc même lorsqu'un dirigeant aujourd'hui africain
vous parle de cette monnaie et que vous vous rendez compte qu'il y a des Africains parmi nous qui défendent cette monnaie, franchement, on est en droit de se poser des questions. Dans la visite d'Emmanuel Macron, nous savons qu'il vient défendre ses intérêts. Oui. Et on peut même dire que c'est tout à fait normal qu'un pays défende ses intérêts. Maintenant, c'est à nous. Nous, qu'est-ce qu'on oppose à la France? Qu'est-ce qu'on oppose à M. Emmanuel Macron? C'est là, je pense que c'est là tout le débat. Est-ce qu'on est capable ou même de dire à M. Macron, donc là, aujourd'hui, discutons d'égal à égal. Ok, vous voulez ceci, vous voulez que les entreprises françaises fassent ceci ou cela, mais nous voulons, voilà ce que nous voulons dorénavant, nous voulons que ça se passe comme ça. Mais est-ce que nos dirigeants sont capables de le faire? En tout cas, c'est là aussi toute la question. Et on sait que, par exemple, du côté, moi j'ai vu une image, puisque M. Macron est attendu du côté du Gabon, on était en train de nettoyer mais toutes les rues du Gabon, de Libreville. On se demande, il faut que M. Macron arrive. Voilà. Il faut que M. Donc, en fait, les Gabonais n'ont pas le droit de vivre aussi dans... C'est-à-dire que si M. Macron ne vient pas, on ne peut pas nettoyer la ville, on peut pas faire... Il faut d'abord que M. Macron arrive. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça pour sa population simplement parce qu'effectivement, on est au service de la population. Donc, vous voyez qu'il y a tous ces éléments-là aujourd'hui qui interrogent. Et moi, sincèrement, je m'interroge, est-ce que nous serons capables de dire non, voilà, à M. Macron, voilà ce que nous voulons, contrairement peut-être nous, si nous avons nos intérêts à défendre. Donc, voilà, ma petite, peut-être après, j'aurai encore autre chose à dire. Alors, à votre question de savoir si les dirigeants africains peuvent dire non à la France, eh bien, ma réponse est claire et nette, et les sans appel, je réponds oui. Oui, parce que si le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Mali sont dans la dynamique de sortie du franc CFA pour créer une monnaie régionale, et d'ailleurs qui va être utilisable normalement sans problème, sans qu'il y ait des anicroches. Si ces trois pays-là ont mis sur pied un nouveau passeport, eh bien, pourquoi est-ce que les autres dirigeants des pays africains ne suivraient pas le pas? Parce que oui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a toujours eu cette peur-là de dire non à l'impérialiste. Pourquoi ne pas lui dire non? Justement, vous avez vu que lorsque Orano s'est retrouvé mal barré, eh bien, du côté du Niger. Aujourd'hui, c'est la France qui est en train de négocier. La France est en train de faire profil bas. Orano négocie pour voir si il peut revenir pour exploiter encore les bastions, les sites d'uranium. Mais Tiani ne veut rien entendre. Et c'est là que vous comprenez justement que c'était très important pour la France de rester, du moins, cette exploitation d'uranium, contrairement à ce qu'une certaine classe politique française a voulu nous faire croire. Je parle par exemple de M. Zemmour, qui s'était exclamé, qui a dit franchement, nous ne vivons pas de l'uranium du Niger, vraiment. Ils ont déjà des pannes de courant. Ils ont déjà des coupures de courant, ce qui était inenvisageable en France. Mais les Français sont tellement procéduriers que vous coupez le courant pour 1 minute en français sans avoir prévenu au préalable, mais il vous fait un procès, il vous gagne. Il vous traîne dans les tribunaux, et bien vous lui versez beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les Français commencent à avoir les coupures de courant. Bon, nous ici, on sait comment on gère. Quand ça vient, on crie « Ouais !» Justement parce que l'uranium du Niger, ils ne peuvent plus avoir main mise là-dessus. Alors j'ai entendu dire que le président camerounais refuse de renouveler les accords qui datent même d'avant peut-être des indépendances et tout ça. Alors oui, et personne ne va rien lui faire. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que Macron pourrait venir en conquérant, sommer le chef de l'État camerounais de renouveler les accords. Là, non, on ne veut plus. Parce qu'ils sont préjudiciables pour nous. Alors, à votre réponse, oui, les Africains peuvent dire non à Macron. Alors, aujourd'hui, d'ici à partir du 20 jusqu'au 21, jusqu'au 24, eh bien, Macron va se rendre à Maurice. Eh bien, c'est pour renouveler les accords. C'est vrai que tout à l'heure, Nguyen évoquait la partie immergée de l'iceberg. Tout à fait. Mais la partie sous-jacente voudrait que le gars vienne pour maintenir ses intérêts, renouveler, les renforcer d'ailleurs. Continuer à piller le sous-sol, continuer à maintenir les gens sous une certaine domination. Ça passe également par l'éducation. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les pays africains ne pourraient pas créer leur propre modèle scolaire, apprendre leurs héros? Nous avons plein de héros comme les Sundiata Keita. Nous avons plein de héros. On a par exemple le héros qui est mort dernièrement, malheureusement de manière tragique. Enfin, on évoque la thèse de l'empoisonnement. Omotunde.
au Motunde. Donc, il faut qu'on nous enseigne des gens comme ça, des gens comme Cheikh Anta Diop, les gens comme, voilà, l'égyptologie, par exemple, est le berceau de l'humanité. Il faut que les gens se souviennent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est avec l'Afrique que tout a commencé. Alors oui, on peut effectivement dire à M. Macron, écoutez, monsieur, vraiment, votre poudre de perlimpinpin, vous la mettez où vous voulez, nous, on n'en veut plus. Parce que les Africains, justement, ont aujourd'hui les moyens, ils ont l'intelligence, la sagesse, le recul, la hauteur pour transformer leur richesse. Par exemple, le Burkina Faso envoie ces jeunes aujourd'hui apprendre le nucléaire. Tout à fait. Voilà. Oui, en fait, le nucléaire, quand un pays a quand même de la vision, vraiment. Oui. Je vois certaines personnes critiquer. C'est vrai qu'on peut discuter en ce qui concerne la prise de pouvoir. Je respecte. C'est-à-dire d'autres qui condamnent effectivement les coups d'État. C'est tout à fait normal. Mais au-delà, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse cet épisode-là, on voit quand même que ces pays aujourd'hui, il y a une certaine résilience. Parce que vous êtes obligés, en fait, de ne compter que sur vous. Et peut-être de ces nouveaux partenaires qui acceptent de travailler ou de coopérer avec vous. Et on voit effectivement les progrès au niveau du Burkina Faso, les usines qui sont créées ça et là. Justement, le Mali veut mettre sur pied une usine d'armement. Voilà, vous voyez, une usine d'armement, donc on sera plus obligé de faire appel aux forces impérialistes, encore que quand nous, on les a aidés. Quand les Africains les ont aidés à se sortir du guépi dans lequel ils étaient, et puis ça, ils ne reconnaissent pas. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que oui, il y avait que 35 tirailleurs. Oui, non, c'est malheureux. C'est malheureux. Beaucoup d'Africains ont participé pour sortir la France de ce guépier-là. Aujourd'hui, la France n'est même pas capable de reconnaître qu'il y avait plus de 35 tirailleurs. Le Sénégal aujourd'hui est en train de déterrer des bastions de ces valeureux hommes-là qui sont morts, qui ont perdu la vie pour la bataille avec la France. La bataille de la France contre cet autre pays-là. Et puis, le Sénégal a mis sur pied, enfin, je m'éloigne un petit peu, mais pour quand même revenir. Tout ça, c'est la France-Afrique. Justement. Alors le Sénégal, aujourd'hui, sous l'impulsion de Diomaye Faye et de Sonko, eh bien, est en train de retrouver les cimetières de ces gens-là, parce qu'il faut quand même leur redonner un visage. Il faut pouvoir leur donner une sépulture décente, parce que la France est en train de minimiser, de nier justement même l'apport des Africains dans cette bataille-là, une bataille qui n'était même pas la leur, mais parce que les Africains, avec leur sempiternelle générosité, leur sempiternelle empathie, mais c'est terminé maintenant. Alors la France va devoir mener ses batailles elle-même. La France est une grande fille, c'est d'ailleurs une vieille fille, elle va devoir mener ses batailles. Alors la venue de Macron en Afrique, oui, il va assister au sommet G20. G20, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Oui, c'est bien beau, ça fait partie de la diplomatie. Tout à fait. Mais s'il faut renouveler des accords, moi je pense que les Africains devraient dire non. Voilà, merci Farhan. On sort peut-être de là avec vous. Oui, j'étais en train de fouiller quelques informations pour que je me rassure de ce que je vais dire. La France est en perte de vitesse. Ça, nous le savons. Et puis, le président Macron aurait pu directement quitter l'Élysée pour se rendre du côté de l'Afrique du Sud pour venir prendre part au sommet du G20. Mais il a voulu faire, comme on dit souvent, un tour, plusieurs coups, afin de revisiter un peu ces différents chantiers là où il pourra encore grappiller quelque chose. Et vous-même regardez un peu les pays là où il est parti, sont forcément des pays où il pourra encore avoir une sorte de mainmise, comment il pourra encore renégocier avec ci ou avec ça. Et Maurice, dont vous parlez tout à l'heure, la France est le premier producteur. Doit abriter une base militaire, si je me... Tout à fait. Étranger, c'est encore le premier client de Maurice, le 5e fournisseur. Quand on regarde, donc automatiquement, là-bas, rien à faire. Le gars va aller négocier. Quand on parle du Gabon, je reviens encore à une vidéo qui avait fuité lorsque le président Olinguin faisait comprendre à la famille, bon, du moins à Noureddine et à Sylvia, avant leur départ à Londres de façon provisoire, il leur disait que je suis venu, on vous a peut-être mis dans des conditions qui n'étaient pas bonnes, c'était forcément quelqu'un d'autre, c'est que ça devait être grave pour vous, c'est parce que nous sommes en famille. J'ai même dit au président Macron, oui, on a suivi cette... que il n'y a pas un problème avec vous. Donc, vous allez vous rendre compte que il rend même compte au président Macron de comment il est en train de faire. Vous devez, ou bien nous devons comprendre la même mise que Emmanuel Macron et la politique française
ont toujours du côté du Gabon. Donc, qu'est-ce que Macron vient faire? Macron veut tenter de renégocier, voir encore s'il peut toujours essayer de se maintenir quelque part. Parce que, attention, même si, je ne sais pas si ce sont des personnes qui font dans le domaine de la métaphysique, mais il se disait souvent qu'il y aura un président français qui va nuire la France et avec la France va rentrer dans le gouffre. Et j'ai bien peur que si Macron est au courant de cette affaire, le gars voudrait faire tous les efforts possibles pour qu'il ne soit pas ce chef d'État-là, parce que avec lui, la France a connu quand même une dégringolade pas possible. Oui, mais Mohamed, ça arrange les affaires de l'Afrique. En fait, Macron est en train de servir la souveraineté aux pays africains sur un plateau d'argent. Parce qu'il multiplie gag sur gag, il multiplie, comment dire ça, des sorties, les frasques. Donc du coup, oui, moi je souhaiterais qu'il continue à s'enfoncer comme ça pour que les Camerounais, pour que les Africains ouvrent les yeux. Donc on espère vivement que, bon, en réalité, ça ne peut plus trop peser. Et, la seule chose qui pourrait nous déranger, c'est que quand on a encore des chefs d'État qui font une soumission, Ouattara, avant les élections, il s'est rendu en France, après avoir été déclaré vainqueur, il s'est rendu en France, peut-être pour aller prendre la dernière note de la ligne, comment est-ce qu'il doit faire pour maintenir la mainmise de la France du côté de l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement en Côte d'Ivoire, qui est pratiquement, je vais dire, un département ou un ministère. Peut-être c'est le ministère des Affaires africaines de la France, qui est basé en Côte d'Ivoire et qui a pour ministre le président Alassane Ouattara. Sinon, comment un chef d'État peut voyager pour aller rencontrer un petit frère. Ce sont leurs relations. Pourquoi est-ce que... Ce sont leurs relations. Petit frère. De coopération. Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Pourquoi est-ce que ça vous dérange? Oui, relation de coopération, non. Il devait au moins attendre qu'il prête d'abord ses membres. Là, il devait aller représenter. Si tu veux maintenant, petit frère. Un agenda au président. Et j'ai envie de dire comme Abepanda, qui prend Paul pour lui faire? Parce que Popo ne se rabaisse pas comme ça. Popo n'est pas dans cette affaire-là. Il n'est pas là. Non. Pendant qu'on lui parle, le gars, il a de manger sa cola là. Non, mais je dis, Ouattara, reconnaissons quand même que notre président, il n'est pas... Non, on ne le soulève pas comme... La preuve, c'est que les réponses qu'il avait données au président français, la réponse qu'il avait donnée au président français lorsqu'il était ici, et puis l'analyste de Amélie Toulet, qu'il avait répondu. C'était du répondant. Il n'y a pas d'autre dirigeant. Il y a un seul dirigeant en Afrique, du moins à mon temps où je suis conscient, qui a tenté de répondre d'une manière aussi véloce à un président français, mis à part les pays de l'AES, c'était le président Gbagbo. C'est lui seul qui a réussi à poser des actes vis-à-vis qui ont presque irrité, par exemple, de façon publique, un chef d'État français. Mais à part lui, il n'y a que cette action de Paul Biya que j'ai vue. Donc, ce sont les deux. Pour moi, qui... Le président... Thomas Sankara, Martin évoque Thomas Sankara. Oui, le président Déby, malheureusement, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. Donc, je parle de ceux qui sont encore vivants. Qui sont encore vivants parce qu'on a eu les Mouammar Kadhafi. Qui ont réduit. Je parle de ceux qui sont encore vivants. Donc, vraiment, ce que... Je dis encore que le président Ouattara est parti, il dit, bon, Emmanuel, président, j'ai fait ce que... J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais ce qu'il lui a dit, moi, je suis venu vous rendre compte de ce qu'il faut faire. Donc, bientôt, je vais prêter serment. Est-ce qu'il y a de nouvelles orientations? Est-ce qu'il y a de nouvelles orientations que je dois faire? Dis-moi, je note. Donc, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Emmanuel. Alors, Emmanuel, chef frère. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Les élections sont bien passées. Oui, exactement comme vous avez dit. Ils se sont calmés. Macron parle avec un ton sans autorité. Oui. Il s'appelle Alassane. Oui. Alassane, ça s'est bien passé. Ok. Est-ce que vous avez bien géré? Tu les as mis au pas. Donc, tu les as mis au pas. Ok. Donc, pour les élections, voilà comment ça va aller. Donc, tu vas faire les efforts. Brigitte. Comme tu as eu à gagner les élections. Durant la... Non, je ne gagne pas. Durant la prestation de serment. Non, je ne parle pas de la femme. Je dis il y a les législatives qui arrivent, donc il faut que les législatives qui arrivent... Ça va. Oui, ça va, on laisse. Oui, ça va. On laisse aujourd'hui, on laisse. Vous savez qu'il y a les médias qui ont été interpellés.
C'est toi qui es notre chef. Ils Donc, doivent tiens, viens là. répondre. Je crois qu'ils doivent répondre demain. On va dire que Donc, voilà on ne notre sait chef. pas qui a, parce qu'on peut même citer. On nous appelle aussi que venez une fois aussi, allez parler là-bas. Donc, vraiment, pardon, excusez-nous. Alors, peut-être avant de sortir, en fait, pendant qu'on est en train de discuter, moi j'ai fait un petit tour, je prends jusqu'à 30 secondes, hein, parce qu'il nous reste environ 30 minutes, on a encore d'autres rubriques. Oui. J'ai regardé la carte de l'Afrique pour voir un peu comment monsieur Macron, parce que je me suis dit, mais pourquoi il fait comme ça? Pour voir un peu comment ces pays sont positionnés. Et sincèrement, ce sera, je ne serai pas à la place de monsieur Macron, mais je pense que ce sera quand même assez fatigant. Ce ne sont pas des pays... non, c'est un jeune. Il a de la vigueur. Non, pour dire que c'est vraiment... Enfin, le choix n'a pas été fait au hasard. Parce que ça va de l'autre côté, ensuite de l'autre côté, on va à Gabon, Afrique centrale, ensuite on va... ce sont les pays sur lesquels il y a de l'ascendance. Oui, il y a vraiment comment comprendre, parce qu'on aurait peut-être pensé que bon, aujourd'hui je fais une tournée en Afrique de l'Ouest. Pays limitrophes et tout et tout. Mais faire tout ça, ces zigzags-là, on comprend il ne peut plus l'enjeu. venir faire plusieurs tours en Afrique, donc il profite une pierre plusieurs coups, c'est que c'est plus aussi dans évident. Un pays comme le Cameroun où on a quand même vu le patron de For You Media, hein, qui était d'ailleurs le seul homme politique camerounais qui avait fait cette sortie et cette tribune. Macron, vous n'êtes pas le bienvenu au Cameroun. Et je crois que ça avait fait un tollé. Voilà, lorsque le président Macron était en visite ici au Cameroun, je crois il y a 2 ou 3 ans, il avait été reçu par le président camerounais Paul Biya. Alors, on va poursuivre. Nous avons encore une trentaine de minutes et je souhaite vraiment qu'on essaye. Nous sommes 3. On a 3 rubriques. 30 divisé par 3. Vous avez dit 10 minutes. Voilà, chacun a 10 minutes. La personne qui déborde, c'est son problème. Donc, on va respirer un petit peu et puis on va prendre la prochaine rubrique avec Pharaon Anthérésis pour le point sur, je crois, 2 actualités aujourd'hui. Nous allons débattre également avec elle. Oui, Pharaon. Chokran de me passer la parole. Merci, Chokran. Je déteste cette formule. Merci de me passer la parole. C'est d'un nul. Monsieur le président va passer la parole. Alors, j'ai 2 faits divers que je voudrais partager avec vous. Et je requiers d'ailleurs votre concours à tous les deux. Le tien, c'est Kedoumbe, et ainsi que celui de Ouaha. Je sais qu'il a des avis un peu plus tranchés que les tiens. Bon, toi, tu es là-bas, c'est normal. Tu canalises les énergies, les 2 électrons libres que nous sommes, Ouaha et moi. Mais de temps en temps, il faut nous laisser nous lâcher un peu, parler un peu, parce qu'il y a des choses qui nous énervent. Mais je dois quand même pas nous museler quand même. Ne viennent pas fermer For You Media ici, pardon. Bon, alors je vous emmène d'abord en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il y a une actu qui défraie la chronique. Donc il y a une vidéo qui est devenue virale, qui montre Desbordeaux Likonfa, parce qu'il s'agit lui de son véritable nom, Patrick Tanguy Seri Digbe, et qui disait justement que le gouvernement devrait avoir un regard sur Kérosène, qui est son confrère, qui est notre chanteur ivoirien, que les Camerounais aiment beaucoup, parce qu'il aborde dans ses chansons les thèmes sociaux qui parlent à beaucoup de gens, par exemple, j'étais pauvre, je suis devenu riche, et donc Desbordeaux disait, sans coup férir et pince sans rire, que le gouvernement devrait se pencher sur... sur Kérosène, et d'ailleurs aller faire une fouille chez lui parce qu'il détiendrait des armes. Accusation très grave. Oui, parce que c'était justement à l'approche de l'élection. Et ce que justement les autorités ont fait. Mais je voudrais que vous imaginez un petit peu le désagrément, le désagrément que ça pouvait causer à Kérosène, d'être mis comme ça sur le banc. Je pense qu'on lui a retiré son passeport, donc il est interdit de sortir du territoire le temps que l'enquête aboutisse. Et donc, je pense que lorsque ça a été fait, on s'est rendu compte que Desbordeaux, justement, que Kérosène n'avait justement pas d'armes. Il a donc retenu la situation contre Desbordeaux, il a déposé une plainte contre lui. Ça a fait un petit tollé. Desbordeaux a dit, on ne peut rien lui faire, que oui, même s'il s'oppose en diffamateur, ça ne va rien lui faire. Mais sauf que malheureusement, ou heureusement, eh bien, il s'est retrouvé à la MACA. La MACA qui est dans la maison d'arrêt d'Abidjan. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et
si je mets donc sur la table ce sujet aujourd'hui, c'est parce que justement, Des Bordeaux s'est fendu d'une excuse. Il s'est fendu d'un poste dans lequel il s'excusait, mais il ne s'excusait pas directement à l'endroit de Kérosène. Il a fait de l'esbrouf, comme d'habitude, que oui, vraiment, peuple ivoirien, oh la nation, je vous demande pardon si j'ai eu à offenser. Peut blaguer. Oui, voilà, je comprends que mes propos ont pu. Et il a dit que, en fait, il n'a pas dit que Kérosène avait des armes chez lui. Il a dit que Kérosène possède des armes d'explosion massive musicale. Voilà, que ce sont des armes musicales et tout ça, c'est ce qu'il a voulu dire, que ses propos ont été sortis de leur contexte. Mais sauf que quand des propos, mais si ce sont des propos pour plaisanter, le gouvernement, enfin du moins, les autorités ne peuvent pas faire une descente parce qu'il était très sérieux lorsqu'il a dit que faites un tour donc du côté de chez Kérosène, parce qu'il était, et puis il dit, on ne voyait pas les gens comme ça, vous voyez des gens comme ça, ils sont dangereux, ils ont des armes chez eux, allez chez Kérosène, moi je vous le dis, vous allez trouver des armes chez lui, mais c'est très grave. Mais surtout, vous l'avez d'ailleurs appelé en Thérèse, dans un contexte quand même aussi sensible, voilà, à l'approche d'une élection. C'est normal que après de telles révélations, que le gouvernement aille faire... Parce qu'on pourrait craindre une insurrection. Une insurrection, surtout que l'histoire de la Côte d'Ivoire, on l'a souvent vu. Et malheureusement, il y a eu des milliers de morts. Ce pays a connu effectivement des crises, des guerres. Il y a eu des villages qui ont été... On ne blague pas avec tout comme ça. Et les réseaux sociaux, malheureusement, aujourd'hui, ça va très très vite. Et puis, il y a des personnes qui pensent que parce que avoir un téléphone, un smartphone ou je sais pas trop quoi, ou alors être star te permet de dire du n'importe quoi sur les gens, parce que effectivement ça ternit d'abord l'image. C'est même des accusations de, on peut vous traiter, vous prendre quoi, c'est-à-dire vous traiter au même titre qu'un terroriste, c'est-à-dire que vous déteniez des armes chez vous, c'est des accusations. Donc je pense que moi sincèrement j'ai vu cette actualité défiler et j'aurais été à la place de Kérosène, que je pense que j'aurais fait la même chose. Et donc Des Bordeaux, l'Ikunfa, s'est donc retrouvé à la MACA, qui est devenu PPA. Je suppose que PPA veut dire prison principale d'Abidjan. Et aujourd'hui, ils se font d'excuses. Et puis, il y a Mix Premier qui a partagé le post de Kérosène, qui disait que bon, ok, voilà, il laisse tomber. C'est vrai, il a été blessé. Sa famille, sa mère, son épouse, ses amis, ses proches qui le connaissent ont été blessés. Ont été affectés par cette sortie. Oh, combien maladroitissime de Bordeaux. Et puis, il faut quand même revenir sur... Moi j'ai reçu Des Bordeaux dans une émission quand je faisais sur Radio Nostalgie. Il était venu pour un spectacle que j'organisais en concordance avec un organisme, avec d'autres personnes. Et c'est quelqu'un d'assez borderline. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui déborde très facilement. Et je crois qu'il déborde comme des Bordeaux, justement. C'est sa marque de fabrique. Faut faire très attention. On se souvient de ces sorties, de ces clashs avec Arafat, avec Ange Didier Wong, plus connu sous le nom de Arafat l'Influamento, le Daïchikan et tout ça. Donc, c'est quelqu'un d'excessif. Mais sauf que son excès l'a amené à la MACA. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. Je ne peux pas dire qu'un confrère, parce qu'après, ça reste un frère quand même. Ça reste un frère, c'est un confrère. Parce que vous êtes amené, c'est vous qui êtes chargé de distraire, de faire du bien. Parce que dans ces temps pénibles, c'est vous qui êtes les ambassadeurs de la joie, de la bonne humeur, du bonheur quand même musical. Donc, tu ne peux pas, tu peux décemment pas te lever et accuser un confrère de manière aussi légère. Donc, et puis, je voulais terminer pour cette première actualité en ouvrant la brèche, en rentrant dans la brèche que vous avez ouverte sur moi, parce qu'on est une star, on se permet tout et n'importe quoi. Mais justement, c'est un couteau à double tranchant. Parce que justement, une célébrité a de l'influence. Effectivement. Parce que c'est Des Bordeaux, vous voyez que les autorités ont avec des millions d'abonnés quand même. Franchement. Donc, parce que Des Bordeaux a dit que Kérosène avait des armes chez lui, il y a une descente chez Kérosène. Ça veut dire que Des Bordeaux, peut-être qu'il ne se rend pas compte de l'influence, du poids que ces mots peuvent avoir. Donc on va sortir de là pour dire que c'est malheureux, mais qu'il ne le refasse plus, et ça va servir de leçon. Je vais faire rapidement un commentaire pour ne pas fermer. Cela démontre clairement que entre les artistes, il n'y a pas cet amour-là. Ils ne s'aiment pas. Moi, hier, avant d'aller faire le programme Zoom sur le 237, j'ai écouté exclusivement la musique ivoirienne. C'est-à-dire que j'ai écouté du José, et puis je suis revenu sur les musiques il y a 16 ans où il fallait toujours appeler la paix ces artistes-là. Et quand vous le dites tout à l'heure, je comprends que dans les circonstances actuelles, on est beaucoup plus dans la rivalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, Des Bordeaux est resté la figure
au niveau du coupé-décalé Oui. que les uns et les autres devaient se focaliser. Et de l'autre côté, vous avez un Kérosène qui a réussi à sortir du coupé-décalé. Une nouvelle émergence. D'une nouvelle émergence. Oui. Et ça peut parfois essayer de déranger. Et je voulais d'abord dire à un moment donné que, mais comment des Bordeaux parlent et puis les autorités le croient comme ça. Mais cela voudrait dire par là qu'il y a une influence étant dans un moment de tension, on a pris tout à la pincette. Heureusement que à son tour, lorsque Kérosène vient porter plainte, les pouvoirs publics n'ont pas eu à hésiter, ils sont allés directement parce qu'il y a une diffamation de nom. Et Bordeaux, sur ce coup-là, a très mal réagi parce que je pense que même si Kérosène a eu, avec le cœur sur la main, demandé qu'on puisse laisser, il ne pourra plus le porter dans son cœur. Non, non, pas du tout. Il pourra plus le porter dans son cœur. Ça va créer une scission complètement entre le parti. Ça crée une crise de confiance. Tout à fait. Kérosène va se méfier, il se méfiera dorénavant de Bordeaux comme étant quelqu'un d'instable, de très borderline, quelqu'un dont il faut se méfier. Et voilà, donc on rentre dans la seconde actualité. On va rester dans le domaine des armes. Hein. Alors cette fois, avec plus de drame que ça, on ne peut pas dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Il y a effectivement eu de la peur et du mal, et même ce côté irréversible là, parce que c'est un monsieur, un vénérable monsieur, un homme de certain âge, et bien qu'il dormait tranquillement chez lui lorsqu'il a reçu l'assaut de 3 adolescents. Oui, donc 3 adolescents, on voit justement, il y a une vidéo qui circule où on voit 3 adolescents assez agressifs, ils sont cagoulés. Ils sont au Cameroun? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Ils ont ouvert le feu sur la maison du monsieur avec pour velléité certainement de le cambrioler. Alors le monsieur, malheureusement pour ces jeunes-là, c'était quelqu'un avec qui il ne fallait pas s'amuser. Donc il a ouvert le feu et il a fait un carton sur les 3 jeunes. Alors l'un est mort sur le coup et les 2 autres ont succombé à leurs blessures à l'hôpital. Alors, une frange de la population américaine s'insurge de ce que ce monsieur a fait usage excessif de la force. Donc, les mamans de ces 3 adolescents-là ont porté plainte contre ce monsieur parce qu'il a tué leurs enfants. L'une des mères même dit, oui, si tu ne t'étais pas défendu, mon fils ne serait pas mort. Mais on marche sur la tête. Pas possible, ça. En fait, les États-Unis, c'est un pays. On marche sur la tête. C'est un pays, moi, ça dit que parler même des États-Unis, moi, je comprends pas. On marche sur la tête. Donc, en fait, le monsieur il ne devait pas se défendre. Il devait laisser qu'on le tue. Donc, la légitime défense à ce moment-là ça n'existe pas. Ne tient. En fait, les États-Unis, moi, je sais pas. Hein. Alors, oui. Mais comment on laisse même ces femmes porter plainte d'abord? Ah oui, mais oui. Elles ont le droit de porter plainte, mais je ne pense pas qu'elles pourront avoir tiré profit de ça. Bah, justement, le juge, mais à qui j'ai envie d'offrir une bouteille de vin, le juge a dit, ce monsieur était en état de légitime. Normalement, vous pouvez pas arriver chez moi, vous essayez de me tuer. Et la vidéo montre clairement, c'est Doumbé, que ce sont les jeunes qui ont ouvert le feu en premier dans la maison de ce monsieur-là. Et ce monsieur n'a fait que se défendre. Alors je me demande même s'il n'a pas fait la guerre du Vietnam. Je me demande s'il n'est pas un ancien combattant. Parce que comme ça, neutraliser les 3. Malheureusement, des pertes. Il y a un qui est mort sur le coup. Les 2 autres ont succombé à leur blessure à l'hôpital. On comprend la douleur des mamans, mais cela révèle aussi... mais moi, je vous pose une question aussi, Doumbé. Qu'est-ce que ces adolescents font à 4 h du matin? Mais c'est ce que avec des armes, je voulais relever déjà. Vous savez qu'il y a, quand j'ai dit, on comprend la douleur des mamans, mais il y a aussi la responsabilité parentale, l'éducation de nos enfants. Après, dans un pays aussi comme les États-Unis, franchement, où tout le monde peut avoir accès à l'arme. Il y a 10 armes au mètre carré. Pays, je ne sais pas, vraiment... Et donc, pour une fois, un juge a rendu un jugement clément en exemptant définitivement le monsieur. Parce que c'est lui qui est la victime dans tout ça. On veut retourner la situation. Oui, il n'a fait que se défendre. Mais vous avez évoqué je vais prendre 30 secondes pour rentrer dans votre brèche. J'aime beaucoup rentrer dans les brèches. Alors, en France, par exemple, quelqu'un peut vous poursuivre pour tout et n'importe quoi. Mais pour des raisons tellement abracadabrantesques. Alors, Noira, un cambrioleur qui vient chez vous pour vous cambrioler, pour vous poursuivre, parce que pendant qu'il marchait dans votre salon, il a glissé sur les carreaux, il s'est cassé là, il s'est fracturé la hanche. Oui, il vous poursuit pour ça. Oui. Si Doumbé, alors un bonhomme qui vient vous cambrioler, vous êtes en vacances aux îles Bijagos ou aux Caraïbes, eh bien, il vient chez vous cambrioler, eh bien, il vous poursuit parce qu'en voulant prendre un couteau à la cuisine, il s'est blessé.
Il vous poursuit pour ça. Et il va utiliser quoi comme mobile? Que vous n'avez qu'à bien ranger vos couteaux et que vous n'avez qu'à bien tenir votre sol, votre parquet. Parce qu'il a glissé sur vos carreaux et il s'est fracturé la jambe. Et il vous poursuit pour ça. Eh bien, on va le laisser. Alors que moi, il vient de... C'est là que vous comprenez que franchement... marche sur la tête. Oui. Alors, un squatteur vient squatter votre maison. Vous êtes en vacances à Djebale. Un gars vient squatter votre maison. Il force votre serrure, il squatte et ça devient sa maison. Alors, si vous venez et il est à la fenêtre, il vous dit si vous continuez à faire du gabus, j'appelle la police. Il est dans votre maison. Hein. Vous êtes allé en vacances, vous êtes allé en voyage. Hein. Le gars vient squatter votre maison et il vous dit que si vous continuez à faire du bruit, vous continuez à faire du gabus, la police. En bas de sa maison, il appelle la police. C'est quand même terrible. Et la police, et il aura raison. Vous pouvez pas expulser un squat. On me demande que oui, mais tu veux qu'il aille où? C'est la neige, il pleut, enfin il y a l'hiver. Tu veux qu'il fasse comment? Et moi je dois aller où? Et moi je dis il faut que ces choses-là viennent en Afrique, ici au Cameroun, ici. Oh. En tout cas. Moi je fais un tour à Bafia. Tu viens squatter la machette. Mais je t'envoie d'abord les serpents, les abeilles. Tu vas sortir de là. Voilà, c'est dans les deux actus que je voulais partager avec vous. Merci Pharaon, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir, il est déjà avec nous. Hein. Les actualités. Mais Anthésis, ça a pris peut-être 2 minutes. Je suis désolée, moi. Je suis habitué. Écoute, c'est ça. Je suis habitué à courir. Je suis navré, tu vas les récupérer demain. Je suis habitué à courir. Alors, on va directement ou bien on prend la transition? Non, tu peux pas respirer un peu. Ah, ok. Voilà donc... Merci. La première actualité ou information nationale que nous allons donner, c'est celle notamment concernant Salis Tomba. Le premier secrétaire du PUR s'est exprimé hier sur ces différentes plateformes pour après, de façon, on va le dire presque solennelle, parce que après justement la campagne et puis la proclamation des résultats, c'était parfois des correspondances. On a eu il y a quelques jours de cela une lettre ouverte au président de la République où il parlait notamment de la souveraineté monétaire et puis d'une relance à partir de la production nationale. Mais hier, il est venu s'exprimer donc face aux Camerounais et ceux-là qui le suivent. On a pu retenir quelques points. Le premier, c'était bien sûr de dissiper ou bien d'apporter des éclairages sur les accusations qui sont portées contre lui. Dans le langage trivial, ces derniers temps sur les réseaux, on parle de bouffer la tontine, parce qu'il a très souvent bouffé la tontine. On l'accuse d'avoir eu à encaisser 1 milliard de francs CFA pour ne pas reconnaître le véritable vainqueur des élections. On le traite de pion du régime, donc il fallait bien après indiquer cela et souligner que on ne fait pas de la politique dans du vacarme, a-t-il souligné. Il a réindiqué sa position, qui est celle, bien sûr, axée sur la droiture, la responsabilité et le respect des actes républicains, mais surtout réaffirmer sa posture en tant que panafricaniste, mais surtout quelqu'un qui est sur la vision du podolisme, qui pense que la meilleure manière de pouvoir revendiquer, c'est d'apporter des propositions. Celles-ci doivent permettre donc à celui qui dirige les affaires politiques que voilà l'état du Cameroun et voilà ce que nous pensons que les choses peuvent se faire. Et il a fixé le cap sur les futures élections qui arrivent, notamment les législatives et les municipales. Il a dit qu'il ne restera pas à marge. Il est déjà d'ailleurs sur le terrain. Il planifie déjà cela parce qu'il va falloir aller encore de l'avant. Et un mot sorti une forme d'anecdote, il a indiqué que ceux qui font un regard figé sur les scores de 2018 et de 2035, les grandes justement révolutions commencent toujours de façon petite. Lui, tous qui le connaissent savent qu'il ne se laisse jamais faire. Il tient toujours debout jusqu'à ce qu'il puisse atteindre ses objectifs. À côté de cela, on va parler de la sortie de Moussa Njoya, qui est bien sûr politologue. Il s'est exprimé récemment ce week-end par le biais notamment d'une chronique en indiquant que, parlant de remaniement ministériel qui tarde depuis, il indique qu'un ministre, ça sert à rien au Cameroun parce que notamment le ministre, quand il est nommé, il fait face à plusieurs sortes de collaborateurs de son département ministériel
professionnels qui la plupart sont parfois des technocrates et qui peuvent à un moment donné décider de pouvoir lui rendre la vie difficile. Et donc quand il a dans les rencontres de consultation, il a du mal parfois pour certains à pouvoir véritablement taper le poing sur la table parce que ces personnes qui sont là, parfois c'est pas lui qui les nomme, parfois ils ont des couloirs que le ministre ne sait pas par quel couloir ne maîtrise pas, ça devient difficile. Donc il devient plutôt un pleureur devant ses collaborateurs. Il indique la question du bicéphalisme qui règne également au niveau de la gestion. Vous avez par exemple la primature. En tant que ministre, vous déposez un dossier peut-être pour un projet. Quand ça arrive, le secrétaire général de la primature le cote à un conseiller technique qui est adéquat, donc qui est un peu comme une sorte de ministère à l'intérieur de la primature, qui va faire appel aussi soit à un chargé de mission ou bien à un autre collaborateur. Et parfois les ministres sont appelés, parfois grondés, même tirés par les cheveux pour leur indiquer c'est pas ce que vous devez faire. Quand ça finit là, ça revoit encore au niveau de la présidence de la République qui fait encore la même chose. Et parfois vous avez des projets qui n'aboutissent pas, ou à un moment donné, pour que le projet puisse aboutir, le ministre est obligé de passer par les faits de corruption pour que ça puisse marcher. Et eux-mêmes, ces ministres là, à un moment donné, comme ils n'ont pas la possibilité de mener leur propre projet, ils sont obligés d'épuiser les projets par l'organisation d'une rencontre ici pour que le budget puisse finir. Les 4-9 qu'on connaît d'habitude, organiser un séminaire par là. Donc un ministre au Cameroun, ça ne sert à rien. Michel Kaham, ancien lion indomptable, puis également qui est un entraîneur camerounais, indique que l'élimination du Cameroun, c'est de la faute d'une mauvaise gestion des affaires du football menée donc par le ministère des Sports pour la partie de l'État. Et on a un entraîneur, Marc Brice, qui ne connaît absolument rien, à qui on a donné les choses. Vraiment, ça ne vaut pas du tout la peine. Le Cameroun a perdu sa qualification avec 10 places. 10 places le Cameroun à cause d'une question de management, parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix démontrer leur toute puissance. Pratiquement, ça ne sert à rien. Quand on regarde sa façon de faire, c'est que non, ça ne vaut pas du tout la peine, ce monsieur. Donc, Brice, vraiment, ça ne vaut pas la peine pour lui. Et le Premier ministre a tenu un conseil de cabinet vendredi dernier pour mettre sur pied les priorités du budget de 2026. On a passé en revue les choix en matière de mobilisation, de ressources pétrolières et non pétrolières, d'endettement, d'investissement public et d'emploi des jeunes et des femmes. Voilà ce qu'on pourra dire pour le Cameroun. À l'échelle internationale, on va souligner que pendant que Macron s'apprête à venir en Afrique, Zelensky, lui, il est à Paris depuis la nuit dernière. Donc ce matin, il doit arriver à l'Élysée, rencontrer donc Macron. La discussion va porter sur la sécurité. Du côté de l'Ukraine, vous savez que la France est un peu comme le porte-parole de l'Union européenne. Et puis ils ont toujours dit qu'ils vont fournir les moyens, les armes pour que l'Ukraine s'en sorte. Donc quand Zelensky, ça ne va pas bien chez lui, il file directement du côté de Paris. Ça, on l'a évoqué déjà depuis ce matin, l'accord cadre RDC M23 du côté de Doha. On a eu à signer cet accord cadre entre la RDC donc et le M23. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. En attendant, peut-être l'accord définitif de paix du côté de Washington, où les deux chefs d'État vont se retrouver. Mais le Qatar a demandé d'être prudent, car ce n'est que le début. Il ne faudrait pas penser que nous sommes allés de façon définitive. Doumbouya, dans sa conquête du pays, a eu à inaugurer donc l'échangeur de Bamboto en mémoire donc de répression du côté de ce pays. Comme l'avait souligné Siken Doumbé il y a quelques jours, il va être sans doute le vainqueur de son élection, même comme il n'a pas de véritable candidat devant lui de l'opposition qui pourront faire face. Et puis on va pas dire que j'ai dit que... Non, j'ai dit que comme... Parce que... Non, c'est pas comme si... Alors c'est chez Doumbouya qu'il faut verser 900 millions. Oui, il fallait verser 900 millions. Mais c'est quoi? C'est une façon de... tu n'as pas les moyens. C'est une façon de filtrer, les candidats, parce que c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. 900 millions, ça fait combien de francs? Ça fait combien? Je crois qu'on a 45, 80. Ça fait dans les... En termes d'euros, on est dans... Non, c'est pas 45 millions, je pense bien. Hein. Bon, donc combien de millions? Donc 15 millions au-dessus, 15 millions un peu plus que... 80. Oui, dans les 80 millions. Mince! Au Cameroun, il fallait débourser 30 millions comme caution. Voilà. Donc, vous comprenez que le gars veut bien maîtriser son affaire. Et puis, il y a deux autres informations qui vont nous intéresser.
Les États-Unis envisagent notamment d'implanter une base militaire du côté de l'Équateur contre les narcotrafiquants. Et apparemment, la posture du président Maduro dérange beaucoup parce que on a envie de le débusquer justement de ses fonctions du Venezuela, de ses fonctions présidentielles. Et selon bien sûr CNN, l'opération qui vise à renverser Nicolas Maduro plongerait Washington dans un engagement de longue durée à l'issue incertaine parce que le pays, l'opposition est fragmentée. L'armée est prête à rester, ne peut pas le faire. Il y a un chaos, il y a un effondrement qui va le faire du régime chaviste. Et puis les analystes soulignent encore également que les États-Unis ne disposent pas actuellement de ressources militaires suffisantes du côté des Caraïbes. Peut-être la raison pour laquelle ils veulent implanter une base militaire du côté de l'Équateur pour pouvoir enlever par exemple Maduro et puis le président de la Colombie qui lui également aussi soutient plutôt Nicolas Maduro. Et puis on va sortir avec l'OTAN qui considère que, tu soulignes des mots forts aujourd'hui pendant ta revue de presse là, Boris Venix, le Poséidon sont comme une arme sérieuse. Donc selon le rapport du renseignement de l'OTAN, cité donc par le journal allemand Die Welt, les nouveaux systèmes de défense russes, le missile de croisière Brocheville, le missile Oreshnik, le drone sous-marin Poséidon représentent un défi majeur pour la défense occidentale, dont les gars doivent trouver un moyen de comment faire pour s'en sortir, parce que sinon la Russie va les écraser à n'importe quel moment. Voilà. Mais les forces de l'OTAN s'inquiètent, hein. Oui, s'inquiètent. L'OTAN est inquiet. Oui, mais parce que Poutine c'est un gars qui ne rigole pas. C'est-à-dire que le gars, il est droit dans ses bottes. Après, on va encore dire que vous êtes les agents russes. Oui, mais moi j'aime Poutine, c'était pas un secret. On dit, médias, moi j'aime Poutine. Remplacer un maître. C'est un gars qui n'est pas dans la fête de Béa. Que nous on assume. Oui. Non, mais moi j'assume. Moi j'aime le grand camarade. Le grand camarade. L'ours blanc. En tout cas, mais nous savons qu'il ne s'agit pas de remplacer un maître pour un autre. Nous n'acceptons pas ce langage. Et ça, c'est normaux, correct. Et puis. Et malheureusement, c'est le langage employé par les médias occidentaux pour dire... Mais sauf que quand ils le disent, ils avouent implicitement qu'ils se considèrent comme nos maîtres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci Noira pour ces informations sans transition parce que il nous reste quoi 7 minutes 6 pour... minutes. Parce qu'il y a on est à 12h30. Oui, il est à 12h24. C'est quel rage ça. Donc, en théorie, ça fait 2 minutes. Toi, tu as pris mes 4 minutes. J'ai pas bouffé les 4 minutes. Franchement. Non, j'ai utilisé 8 minutes. Oui. Moins de 8 minutes même. En tout cas, on s'en fout pas, on en parle ou on n'en parle pas. Très rapidement. Alors, une commission du Congrès américain va enquêter sur les allégations de persécution religieuse du côté du Nigeria. On s'en fout. Bon, je ne m'en fous pas lorsqu'il y a lorsqu'il y a mort d'homme, parce que ça fait quand même un moment que les musulmans et les chrétiens nigérians s'affrontent. On a souvent vu des mosquées incendiées avec des croyants à l'intérieur. Mais maintenant, maintenant que je me fiche de l'ingérence américaine, parce que j'estime que les Nigérians eux-mêmes peuvent assainir la religion quand même fait du bien à beaucoup de gens, hein, ça il faut le dire. Moi je fais du mal, mais fait du bien à beaucoup de gens, mais lorsqu'il y a des morts, alors je dis non, je ne peux pas m'en foutre parce qu'il y a quand même mort d'homme, et je pense que les deux parties devraient pouvoir trouver un terrain d'entente pour pouvoir cohabiter. Voilà. Moi j'ai dit je m'en fous parce que la façon américaine, cela démontre toujours l'impérialisme. Oui, le gendarme du monde. C'est là où moi ça me pose un problème. Et les résultats de ces enquêtes, on ne sait jamais. Quand ce sont les États-Unis, est-ce que ce sera l'œuf par rapport à une certaine visée, peut-être? Il y a toujours une visée derrière. C'est un moyen pour s'ingérer. Après, on va entendre Boko Haram, la même qui en réalité connaît même la véritable origine, la source de Boko Haram. Pas du tout. Ça peut être toujours les gars qui sont toujours là-bas. Et donc, ils ont tous leurs moyens possibles avec leur système d'intelligence pour nous mettre en mal. Voilà. On poursuit, on revient encore avec cette affaire de missiles. Le nouveau missile russe représente une grave menace pour la défense de l'OTAN. Bon, est-ce qu'on doit s'en foutre? Est-ce qu'on doit même pas? Oui, là je m'en fous parce que l'OTAN exagère. L'OTAN crée beaucoup de dégâts, donc il est temps quand même que Poutine leur donne une petite leçon. Oui. Bon, ça a causé quelque chose, on avait dit, c'est comme ça. C'est petit comme ça. En moins de 10 minutes. C'est petit comme ça. On va en Tanzanie. On a beaucoup parlé de la présidente tanzanienne. On nous annonce du moins que elle, on dit quoi?
mettre le ballon, on dit quoi? La balle à terre. Oui. Voilà, elle joue Oui. la carte de l'apaisement l'apaisement. aujourd'hui. Après, Alors, la jeune fille Elle a qui libéré les- pas encore. qui Pas est dans la chambre encore. de la mort, pas, qui est dans le couloir de et la mort. apparemment, là. elle n'est pas la seule. Hein, parce Oui, que oui, il y a il y a beaucoup plusieurs. de gens. Donc, en pas dehors des encore de 200 manière- qu'on a arrêtés parce qu'ils Exactement. protestaient. Oui. Pas encore de manière officielle, mais d'après Oui. elle a Oui. estimé que la jeunesse n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Est-ce que ça veut dire qu'on va revoir la Les décision, sanctions. les sanctions, voilà. Certainement. Je crois que si On elle le fait, l'espère. ce sera l'acte vraiment très, très Non, mais majeur elle-même, elle a pour le compris qu'elle a rapprocher. dérangé. Non, mais je crois qu'elle a réalisé qu'elle a dérangé. Oh, vous là, tu es une jeune fille de 20 ans seulement parce qu'elle a dansé sur une chanson satirique. Oh. Ça, c'est la véritable dictature. Oui. Alors, les chaînes françaises TF1, LCI suspendues au Mali jusqu'à nouvel ordre. Bien On s'en fait, fout, on s'en bien fout. fait, ouais. bien fait, bien fait. Bravo. Oui, parce que Je suis d'accord. C'est vraiment. ils font un remplissage. Parce que là, Oui, il faut quand même, Oui, oui. à un moment donné, Bien fait, bien vraiment, fait. Oui, oui. il ne faut pas exagérer. Ces chaînes-là exagèrent quand même. Oui. Au Cameroun, les ouvriers de la BEAC en colère, voilà, sur le chantier de la BEAC, parce que vous savez qu'il y a un chantier. Il y a plusieurs revendications. On parle de plus de 150 ouvriers du nouveau siège de la BEAC à Yaoundé qui affirment cumuler jusqu'à 5 mois de salaire impayé. Est-ce qu'on peut comprendre peut-être que les entreprises peuvent passer des moments difficiles, mais quand ça concerne la BEAC, est-ce que l'excuse passe? On s'en fout ou pas? Non, je m'en fous pas. Je ne m'en fous pas, Non, je parce m'en que fous pas. même si la BEAC est dans une perspective de renouvellement, Oui. il est quand même vrai de pouvoir se dire que s'il y avait une structure en réalité qui ne devrait pas souffrir, C'est la BEAC. c'est la BEAC, parce que quand Il y a même... quand même de notre C'est la argent. BEAC. il y a C'est la beaucoup Même BEAC. notre argent quand C'est la même. BEAC. Mais il y a aussi une réalité qui est que il faudrait La que pour que la BEAC fonctionne, Oui. les 6 États qui composent la CEMAC, du moins si on veut mettre les autres, non, c'est la CEMAC, doivent payer leurs cotisations. Donc tu penses que la BEAC, ils entament dans le chantier là? Non, il dit qu'ils Alors qu'il y a doivent de payer leurs l'argent. cotisations. Quand il dit payer les cotisations, que quand ils payent les cotisations, maintenant, il faudrait que les choses aillent pour le mieux. Sauf qu'il y a toujours des malhonnêtes. Donc, il Voilà. faudrait que le gouverneur Il ponctionne l'argent. de la BEAC doit bien sûr veiller à cela. Parce qu'on ne peut pas travailler à la BEAC et dire qu'on est foiré. Non. Oui. Et que le salaire ne Du passe temps pas. de Maman Qu'est-ce Lépote, qu'il peut faire en sorte il y a que eu un certain Maman Lépote qui était le gouverneur de la BEAC. Il y avait, Parce que- Oui, oui. il n'y avait pas Je ça, crois que- il y avait je pas- crois que la il y a même BEAC, un c'est l'une Camerounais des ici rares. qui a eu le Qui a eu gouverneur de- effectivement. qui était le poste au On n'a gouverneur pas de la entendu BEAC. parler Bah de- oui, C'est l'une des c'est rares un ami à moi, entreprises d'ailleurs. que Tout à pour fait. éviter qu'il y ait les détournements de fonds publics, Oui, oui. on paye quand même les gars bien là-bas. Oui. Si vous êtes recruté à la BEAC, Oui. on sait que vous ne devez pas toucher à l'argent, il y a un contrôle. Donc, Oui. on met suffisamment les gars à l'aise. Voilà. Et puis, à venir dire aux gens que l'argent ne passe pas 5 mois, vous êtes devenu quelle entreprise est comme ça? Alors, la greffe des employés de la BEAC n'est que je pense que c'est le pourrissement du Oui. mal-être qu'il y a dans la BEAC parce qu'on Oui. on vit ça avec les pièces de monnaie. Mais il y a Oui, un problème, il y a un véritable problème dans ce pays avec les pièces. Très rare, les Tu donnes pièces de l'argent à monnaie. quelqu'un, Oui. ton ventre se noue parce que tu sais qu'il va te répondre, il n'y a pas les pièces. C'est un malaise. Ah, ça. C'est un véritable malaise. Donc je crois que les gars, le chantier, ce n'est que la conséquence en fait, du À pourrissement. Zépol, on qu'il y a à l'intérieur. déjà Maintenant, remplacé les pièces Pas avec les bouts de papier. Les petits tickets. Ah, On fait- Maintenant, oui. les chantiers là, ce sont des gars qu'on a pris à l'extérieur, bien ce sont des gars propres. Peut-être des qui employés, avaient peut-être la- des employés. se Peut-être payent des parce employés, que- c'est ça. certainement, Voilà. Oui. Bon, voilà, on va journal. sortir avec Oui. la RDC qui finalement se qualifie pour le mondial, qui est Oui, le Nigeria. merci Oui, d'avoir oui. placé cette Notre info. RDC, la RDC qui a vraiment donné une leçon aux Lions indomptables. Aux Lions du Cameroun. Oui, elle a été beaucoup plus volontaire et surtout assez réaliste durant la séquence des tirs au but. Et puis le Nigeria n'est pas passé. Donc je crois que le Cameroun ne passe, le Nigeria ne passe pas. Bon, on peut se consoler. Mais la RDC est une équipe quand même. Oui, qu'on va maintenant quand même. regarder Moi, de j'ai très été près. très, Moi, je quand suis même étonné que la surprise. RDC ait éliminé le On a Nigeria, tapé qui est le quand Nigeria même. comme ça. Lui, le Nigeria Oui. a souvent été un adversaire naturel du Cameroun. Oui, pour le Donc, je suis Cameroun, étonné pour le Cameroun que. affronter le Nigeria devait sortir le très grand jeu. Je suis sûr que le Cameroun ne devait rien faire. Mais la RDC a tout suivi. cas, Et puis elle a quand même montré qu'elle était assez tenace et volontaire quand même. Ouais. Première fois en Coupe du Monde. Hey, ça Quand ne joue même. pas, hein. En tout cas, voilà, c'était tout pour le on s'en fout pas. Merci à vous d'avoir participé et joué le jeu. Merci à vous, auditeurs et téléauditeurs, de nous avoir suivis. Auditeurs de la 96.3 FM For You Radio, Kelly qui était à la mise en onde. Merci Faron Antérésis, C'est moi. sans vous oublier Noira. Merci infiniment. Moi, voilà, également, Sikendombe. Je vous remercie, chers auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure, lorsqu'il sera exactement 10h30.
30 minutes. Mbala est déjà là, elle va s'installer d'ici quelques minutes. Hein, ce sera... Je vois Martine, c'est le journal, le journal bilingue. Ok, journal bilingue. Tout de suite, voilà, on se dit au revoir et à demain.